a juste prouvé que j'avais menti, frère. Du coup, ouais, bah vous devrez peut-être aller lire, c'est ce qu'on va regarder des trucs comme ça. En vrai, si l'animé était amené à reprendre, ce serait pas avant des années, hein. Ce serait vraiment pas avant des années, hein. Ou peut-être que genre tout s'aligne en mode ils vont faire comme Bleach, il y a le manga qui reprend, en même temps il y a l'animé qui refait, qui continue l'adaptation. Mais Bleach, il y a vraiment beaucoup de contenu à adapter, alors qu'Hunter x Hunter, bon, il y a un début d'arc, quoi. Et un mini-arc. Il y a de quoi faire, genre, une petite saison, quoi. Vraiment pas beaucoup. Bref, regardons. Mais pause à la musique. C'est pas fini. Et pour comprendre ce que je dis, je vous dois des explications. Gon, pour vous rassurer, est bel et bien le personnage principal du manga. Et son but qui était de retrouver son père a été réalisé, mettant fin à son arc narratif. Mais en haut de cet arbre, considéré alors comme le plus grand du monde d'Hunter x Hunter, lieu de rencontre entre Gon et son père, Jing révéla à Gon et aux spectateurs que nous sommes que l'arbre où ils étaient considérés comme gigantesques n'était qu'en fait que minuscule à ce qu'il y a plus loin. Et donc que l'univers d'Hunter x Hunter ne se résumait pas à ce qu'on connaissait de lui. Et nous révéla alors l'existence d'un continent caché. Et c'est alors que... Comment tu nous teases un truc gigantesque comme ça. Et après, l'animé, il s'arrête. Le trajet en bateau, il est même pas fini, frère. Le trajet en bateau, il est même pas fini. On n'est même pas arrivé là-bas. Dites-vous, imaginez-vous, Luffy et son équipage, au moment où ils doivent rentrer sur Grand Line, au moment où ils sont en train de passer la montagne rouge. Stop. Il y a... On va arriver dans les vraies choses. Mon gars, non. Ils ont fini de rassembler tout l'équipage. Commence à l'arc du Dark Continent. Wesh les BG, les chabatteurs, c'est Crotal. Et juste avant, je tiens à vous dire que cette vidéo contient du spoil majeur sur la suite en manga d'Hunter x Hunter. Mais par contre, est faite pour vous faire comprendre et vous donner l'envie de continuer cette œuvre en manga. À cause des enjeux et des intrigues de malades qui sont en train de se dérouler actuellement. Et non mon gars, là, c'est un animé, c'est pas pour bientôt. C'est vraiment pas pour bientôt, mon gars. Mais si suite à mes explications vous comptez faire votre lecture solo, l'arc actuel débute en fin du tome 32 sur le chapitre 340. Pour rappel, le précédent arc suivant celui-ci était l'arc de l'élection, causé par la mort de Netero de par son combat contre Meruem, le roi des fourmis chimères. Cet arc avait pour but d'élire parmi les Hunters leur nouveau président. Je passe les détails, mais ce fut Cheadle, membre des Zodiac, conseil créé par Netero lui-même, qui gagna l'élection. Et suite à sa résurrection par la sœur de Killua, Haruka, de par son combat contre la fourmi chimère Neferopito, Gon put enfin rencontrer son père, et normalement c'est ici que l'anime se termine. Nous reprenons là où nous nous sommes laissés, clairement à la fin de l'adaptation 2011, lorsque Bin surgit au milieu des 12 Zodiacs, annonçant qu'un pays financerait une expédition vers le continent caché. Dans la salle, certains Zodiacs ne savaient même pas ce que c'était. Une explication très minime fut donnée par rapport à ça, mais... ce n'était pas le pire. Ce pays nommé Kakin ayant fait son entrée depuis peu dans les puissantes nations, pour son expédition a engagé comme meneur ni plus ni moins que le fils de l'ancien chef des Hunters, Bion Netero. Il annonçait alors que son voyage était ouvert à tout le monde et qu'il promettait de les y conduire. Encore une fois, à cause de cette vidéo, certains Zodiacs étaient confus, même déboussolés, criant même au mensonge. Mais pourtant sa carrure, c'est très physique et sa détermination ne mentent pas. C'est bel et bien le fils de Netero. Mais Bin les a... On va commencer à parler des théories. Je sais pas si je devrais en parler maintenant, mais la théorie qui me fait le plus bander, frère, qui me fait le plus bander, c'est que Gon, il a pas de daronne. Il est né dans le continent noir, là, et tous les comment ils s'appellent? Tous les freaks, là, Gon Freaks, Jing Freaks et son daron aussi, ils viennent de là-bas, et ils ont des pouvoirs, t'as capté, c'est pas des humains totalement normaux non plus. Et c'est pour ça qu'ils ont des pouvoirs un peu épicés. Après, Gon, Miskin, Don, je crois que c'est Don, ouais. Gon, Miskin, on l'a pas encore vraiment vu, il a plus de naine. Miskin. Et en plus, ça, il y a des gens à la fin d'Hunter x Hunter, ils ont regardé l'animé jusqu'à la fin, ils sont pas au courant que Gon, il a plus de naine. Gon, il a plus de naine, Miskin, et il a même pas encore développé vraiment ses pouvoirs. Son pouvoir principal, c'est de mettre une grosse patate, frère. Gon né avec la carte de Grid Island. Ouais, c'est ça. En gros, la théorie, c'est qu'il y a une carte dans Grid Island qui permet de tomber enceinte et d'enfanter, en fait, littéralement. Et du coup, la théorie, ce serait que Gon, il a pas de daronne et que Jing, pendant qu'il était dans le continent noir, il a eu Gon et il est revenu le donner et après, il est reparti, quoi, en mode, vas-y, Mais, en tous les cas, Gon, c'est sûr, il va avoir un autre pouvoir. C'est sûr, il va avoir un autre pouvoir à ce stade-là, puisque Jing, son pouvoir, c'est de la dinguerie, déjà, de base.
Jing, comment il a un pouvoir aussi dingue que ça, et Gon, son pouvoir, c'est mettre un gros coup de poing. C'est pas possible. Il vient du continent noir, tout ça, va avoir des autres trucs. Interrompu, annonçant que l'ancien chef des Hunters n'avait pas laissé qu'une vidéo, mais bien deux. Une déclarant une élection pour élire le prochain président des Hunters, et une à visionner que c'est une personne se déclarant comme son fils venait à faire surface. Vidéo visible qu'en présence des 12 Zodiacs réunis. Encore une fois, l'encoupement part de la pièce, et ce fut au tour de Cheadle, nouveau chef des Hunters, de les interrompre. Au même moment, dans une lointaine contrée de Kakin, nous apercevons Pariston, ancien chef adjoint des Hunters faisant partie du groupe de Beyond. Jin, juste en bas, les rejoignant. Suite à ces images, Cheadle nous apprend que Jin et Pariston ont quitté les membres du Zodiac, mais qu'aussi que le V5, les 5 pays les plus puissants du monde de Hunter x Hunter, leur a donné comme mission de chasser Beyond Netero. Ça, c'est de la dingue. C'est un don, c'est un pouvoir. T'as capté ce que je dis, frère, son pouvoir, quoi. Nous nous retrouvons dans la conversation entre le directeur international des permis et le nouvellement désigné secrétaire adjoint Steiner, tous deux associés au V5. Tout en traversant un long couloir hautement sécurisé, discutent au sujet de leur organisation par rapport au prochain voyage sur le Dark Continent. Alors qu'ils prennent l'ascenseur, le directeur mentionne que le gardien du Nouveau Monde détestait les visiteurs mal élevés, mais qu'aussi que si les négociations avec l'Empire de Kakin venaient à échouer, on parlerait alors de l'ouverture de la boîte de Pandore. Les petits bruitages et tout, non, elle est peur, elle est bien la vidéo. Mais à peine que le secrétaire adjoint n'ait eu le temps de réfléchir à tout ça, que la pire des visions d'horreur qu'il n'ait pu voir s'est présentée devant lui. Ah, gars. Les fléaux là. Qu'est-ce que c'est, demanda Steiner. Mais ne vois-tu pas que c'est des humains? Enfin, ça l'a été, lui répondit le directeur. Le directeur vient à parler d'un ouvrage ayant été édité il y a plusieurs centaines d'années. Il explique que ce livre, aujourd'hui introuvable, narre le récit d'un voyage dans le Nouveau Monde. Pensant que ce n'était qu'un ouvrage sortant de l'imaginaire d'un fou, aujourd'hui est leur principale source de recherche sur ce qu'il y a sur le continent caché. Et il donna comme première mission à Steiner, non seulement de le lire, mais de mémoriser chacune des pages le possédant. Mais pourquoi, répondit Steiner? Le directeur lui répondit avec un ton très tragique, disant que l'humanité a osé se rendre sur le continent caché, et aujourd'hui en paye le prix. Mais que le pire, c'est que ce n'est pas près de se terminer. Le directeur explique par la suite que tous ces corps torsadés, limite comme des torchons, sont des manières, explique l'ouvrage, de mourir sur le Nouveau Monde. Mais que pourtant, tous ces corps ont été retrouvés ici même. Et que ces victimes n'ont jamais posé le pied sur le continent caché. Rappelant les agissements d'Haruka. Agissements gardés secrets par la famille Zoldyck, au monde et au gouvernement. Quoi qu'il en soit, une seule... Faut savoir que les fourmis chimères, c'est des merdes, genre, dans le continent caché, quoi. C'est vraiment, ils sont partis du continent caché, mais en fait, de là-bas, c'est des merdes. Du coup, c'est vraiment le tout début de l'histoire d'Hunter x Hunter. Togashi revient à ma gueule. est donné au secrétaire pour remettre un rapport de sa lecture de l'ouvrage. Rapport pouvant peut-être permettre une évaluation d'une traversée sous tous les sens. C'est pas ces gens. C'est bon, Effrayé, le secrétaire adjoint demanda immédiatement ce que c'était. Le directeur lui dit que c'était le seul être encore en vie à l'intérieur du laboratoire. Et que même s'il en a l'air, ce n'est plus un homme. Autrefois étant un Hunter s'étant rendu sur le continent caché. Pourquoi tu me dis dose alors que c'est dit dans le manga? C'est pas moi qu'il faut dire dose, va voir Togashi, va l'attraper, tu dis à mon gars dose, dose, pas lui, c'est pas moi qui le dis, frère. Laisse-moi tranquille aussi. Lorsqu'il revint, une maladie de non-mort l'aurait touché, permettant à cette chose de s'autosuffire pendant une cinquantaine d'années. Mais elle raconte aussi que pour chaque expédition vers ces terres possédant différentes appellations, comme Nouveau Monde, Continent Caché ou même Dark Continent, tous les allers-retours à peu près réussis car ayant des survivants, ont ramené chacun une calamité capable à elle seule d'éradiquer toute l'humanité. Pendant ce temps-là, Jing et Pariston ne faisant plus partie des Zodiacs, normalement 12 mais se retrouvant à être 10, les attentes n'est plus une option pour regarder la vidéo que Netero a laissée. Une fois la vidéo lancée, nous tombons sur Netero, expliquant qu'auparavant, le V5, pour des raisons politiques, a décidé de se passer de l'association des Hunters, mais qu'à côté, constitua secrètement un groupe d'enquêteurs à envoyer vers le continent perdu. Groupe d'enquêteurs possédant parmi ses rangs son fils, Beyond Netero. S'étant présenté comme un spécialiste, il prit très vite les rênes de l'expédition. Et que malgré les recommandations de son père au sujet de la route à prendre pour se rendre là-bas, Beyond emprunta un chemin encore inexploré, coûtant la vie à beaucoup de monde. Mais Beyond est revenu, ramenant avec lui une nouvelle menace. Et malgré ça, voulant tout de même y retourner, son père s'y opposa jusqu'à sa mort. Netero par la suite empêchant même toute autre tentative d'expédition. Suite à ça, il expliqua que plus jeune, s'est rendu à 2 reprises sur le continent perdu. Il dit que son désir de toujours vouloir affronter quelqu'un de fort ne pouvait pas être comblé par cet endroit. Car dans les combats traditionnels où il y a un vainqueur et un vaincu, là-bas, dans le Nouveau Monde, la victoire à titre individuel n'existe pas. Seule la nature l'emportera. Et son fils Beyond, très espiègle, qualité digne d'un Hunter, se rendra coûte que coûte là-bas. Et son père, le sachant très bien, donne pour objectif aux Zodiacs, sans que ce soit en ordre bien sûr, de devancer Beyond. Bien sûr, il les avertit en précisant que la difficulté de cette mission est de rang A, rang de difficulté étant le plus élevé. Malgré ça,
Il espère qu'après sa mort, ce soit l'association des hunters qui soit la pionnière dans la chasse à la connaissance et des difficultés qu'implique le nouveau monde. Précisant toutefois quand même que ce n'est toujours pas un ordre. C'est l'un des mangas les plus connus de l'histoire quand même. Pour peu que l'on dise n'est pas à prendre à la légère et c'est bel et bien un ordre. Enfin je crois, répondit Tiden. Mais Sayu par la suite Kanzai accepte de se rendre sur le continent perdu, mais refuse de prendre en chasse Beyond Netero, disant que si se rendre là-bas est une course, chasser son rival alors que lui ne le fait pas, reviendrait en quelque sorte à tricher. Mais Jeru, Zodiac du Serpent, réplique en disant que cela fait peut-être des années que le fils de Netero se prépare, et que à l'heure actuelle, eux ne savent rien de là-bas. Et donc dans cette course entre Kakin, représentant l'humanité, ayant dans ses rangs Beyond Netero, contre les Zodiacs, malheureusement c'est bien eux qui sont en avance. Et que le seul imbécile parmi eux étant Jing voulant se rendre là-bas, n'étant plus là, et donc peut-être donnera sa coopération à Beyond Netero. Résumons qu'à l'heure actuelle, l'association des Hunters possède un grand retard. Le téléphone sonna et Bin répondit, étonné de la personne au bout du fil, disant être présent en bas pour eux. C'était Beyond Netero. Il dit être présent pour qu'ils disent au V5 avoir capturé Beyond Netero, et que par la suite, il aura un marché à leur proposer. Nous retrouvons Steiner, accroupi, limite dépité, lisant le livre au passage des calamités. Il a été vu qu'au fil des décennies, chaque aller-retour vers le continent caché ramenait une grande calamité. La plus récente étant les fourmis chimères, désignées par Jin comme venant d'un nouveau monde. Mais chacun de ces fléaux a bel et bien le pouvoir d'éradiquer toute l'humanité. Classés de A à E sur leur férocité, leur nombre, leur capacité de reproduction, de destruction. C'était quoi ça du coup? Classés de A. Tableau dangereux. Agressivité à l'égard de l'homme. A. Attaque l'homme. Le mode de vie des agissements de cet traitement sont un danger pour la vie d'un grand nombre d'hommes. A à E sur leur férocité, leur nombre, leur capacité de reproduction, de destruction et le total de tout ça permet d'évaluer la menace auquel on a affaire. En retirant les fourmis chimères type demi-humain, ayant une férocité générale entre B et C, pouvant atteindre A1 ou A2, pouvant atteindre un nombre de B, une capacité de reproduction de B1 et de destruction de A ayant un total de B, il nous reste 5 calamités. L'arme Brion, à la forme humanoïde mais avec un globe sur la tête, non identifiable, il est dit qu'il est le véritable gardien des ruines anciennes, protecteur de mystérieux vestiges. Sa férocité est de B mais peut atteindre A1, son nombre est de C, sa capacité de reproduction est de B2, de destruction A1, et son total fait B+. Papou, le monstre éleveur d'humains. Les fourmis, c'est bien les derniers, hein. Il établit un échange d'énergie vitale contre du plaisir. Sa férocité est de A2, son nombre est inconnu, sa capacité de reproduction est inconnue, sa capacité de destruction est de B1 et son total fait A. Elbel, le serpent à deux queues. Propagation par contamination de l'instinct meurtrier. Sa férocité est de A1, son nombre est inconnu, sa capacité de reproduction est inconnue, sa capacité de destruction est de A2 et le total fait A. Aïe, entité à forme gazeuse. L'être vivant à forme gazeuse peut codépendre avec un autre, rappelant directement Haruka et Nanika. Nanika vivant à l'intérieur d'Haruka, donnant des pouvoirs presque illimités à cette dernière. Sa férocité est de A2, son nombre est inconnu, sa capacité de reproduction est inconnue, sa capacité de destruction est entre A et B, et son total fait A. Le virus Zobae, la maladie de l'immortalité. Plongeant sa victime dans le désespoir sans fin, qui se fait passer pour de l'espoir. Virus permettant une vie éternelle, mais à quel prix? Ne possédant qu'un seul patient, sa férocité est de C1 mais peut atteindre A2, son nombre est de E, sa capacité de reproduction est de B2, de destruction B2, et son total fait B+. Le secrétaire adjoint, encore une fois terrifié, affirme que l'humanité ne doit surtout pas y retourner. Non, non, j'ai trop envie de... J'ai trop envie de... Je dois en savoir plus, il me faut à manger, frère. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai vraiment faim, frère. Non, non, mais c'est... Regardez, juste, genre... Quand on a découvert les fourmis chimères, elles commençaient à se reproduire, il y avait la petite ambiance, merde, qu'est-ce qu'elles vont se faire, qu'est-ce qui va se passer? Quand Pito, elle est née, là. Quand Pito, elle est née. La petite scène, là, attendez. Comment il s'appelle déjà, celui qui est mort, là? Comment il s'appelle? Kaito? C'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Grand sourire comme ça, finito. Finito pour le haut niveau. どちらへ？確かめてくる。僕がどれだけ強いか。化け物だ。なんてことだ。信じられ。どうしたの、カイト？ゴン、キラ、すぐ逃げろ。早く行け。こっから離れろ。
Mon gars, Big Bozo. Oh les couilles. Coup de pression, comme ça. La coulante, frère. Gon, il s'est chié dessus. T'as jamais vu ça? Carrément, il a vu des choses. Il sait même plus parler, frère. Un regard. Non, un regard. Il s'est chié dessus à ce point-là. Non, c'est trop grave. Et ça, c'est juste les fourmis chimères. Moi, j'ai envie de les voir tomber sur une calamité et se chier dessus encore plus que ça, frère. Voilà. Gon a juste, là, il a récupéré ses pouvoirs, son aide, je sais plus quoi, et il commence à penser qu'il est fort. Il tombe sur le serpent ou sur le truc qui absorbe l'énergie vitale, je sais pas quoi, il se chie dessus, frère. C'est ce que je veux voir. C'est les choses que je veux voir. Il allait se battre, là. Là, il s'est pas chié dessus, là. Là, il s'est pas chié dessus, là. Là, quand il crie comme ça, il était pas en mode... Pito, il lui a mis un coup de pression, il a pas commencé à chier dessus. Il était énervé. Il voulait se battre. Il se chiait pas dessus, là, Gon. Gon, là, cette scène-là, Gon, il se chiait pas dessus, là. Gon, il se chiait pas dessus, là. Gon, il se chiait pas dessus, là. La Gon, il chiait pas dessus, là. Regarde comme ça. Ah merde, ça a fait retour. Merde. La Gon, il chiait pas dessus, là. Un peu sérieux, les gars. Il a fait un petit cri de désespoir mélangé à de la rage, tout ça, là. Mais toutes ces gouttes de sueur, frère. On voit même pas tout son visage. J'en compte déjà 3. Il a peur, mais il a quand même voulu se battre. J'ai dit le contraire. Est-ce que j'ai dit le contraire? Il s'est quand même chié dessus, c'est vrai, le frère. Pas que... Allez, vas-y, vous aussi, vous aimez trop avoir raison pour rien. Il a quand même voulu se battre. C'est pas ce que je dis, frère. Je dis qu'il s'est quand même chié dessus. Qu'il veut se battre ou pas, c'est un autre problème. Il s'est chié dessus, frère. Il a vu Pito, il s'est chié dessus. Et c'est exactement ce que je veux voir. Qu'il est le seul à avoir une réaction intelligente, d'ailleurs. Mon gars, lâche. Lâche ça. Arrête. Dodo. Dodo, Gon. Dodo, mon ref. Mon petit sommeil. Vraiment... T'as pas compris, je crois. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Explique-moi, Vaikarine dans le chat. Explique-moi. La Gon, qu'est-ce qu'il allait faire? La Gon, qu'est-ce qu'il allait faire, là? Il allait lui mettre un... Janken... ciseau, là? À 3, il l'aurait fumé, mais... Aucun univers. 0 univers à 3, il fume Pito, hein. Zéro genre. 0 univers. 0. Il aurait même fait moins de dégâts, Kite, là, avec les 2 autres. Jamais un seul univers, pas un seul, genre. Qu'est-ce que vous... Il aurait fumé les 3, il aurait eu 3 têtes à la place d'une à la fin. Qu'est-ce que vous racontez? Kaito avec son bras gagne. Ok. Qu'est-ce que tu le dis? Qu'est-ce que tu le dis? Il a fallu quand même que Gon se mette en mode
J'ai une carte basique de feed depuis à peu près 30 ans. Il a timeskip Gon, il a timeskip dans sa tête pour avoir du pouvoir exprès pour pouvoir battre Pito. Il a timeskip dans sa tête. Vous voyez les arcs entraînement ellipse de 2 ans là dans One Piece, tout ça, il a fait ça dans sa tête 15 ans pour pouvoir battre Pito. Vous pensez que Kite, il l'aurait battu avec un bras en plus? Mettez-lui 5 bras, il se fait enculer sa race quand même. Rajoutez 10 bras si vous voulez même. Les gars, quand même, un peu de sérieux. Quand le pouvoir de Kaito, il a une roulette et ça lui donne une arme au hasard. Les armes, elles ont des effets au hasard. Comme dans Animal Crossing. C'est de la dinguerie. Continue la vidéo, tu dis n'importe quoi. Bon, si Céleste, viens sur le Discord. Descends Discord. Si Céleste, viens Discord, explique-nous comment Kaito aurait battu Pito là avec un bras en plus ou si les 3 auraient fumé Pito. Viens Discord. On t'attend. Je remets la vidéo pendant ce temps-là, pendant que tu disais, comme tu disais. Mais descends, explique-nous mon gars. Je viens du continent caché. Pour vous expliquer qu'est-ce qui est réellement le continent caché, il faut comprendre que cette carte n'est en fait qu'un agrandi, ne montrant pas ce qu'il y a autour. Et donc si on vient à dézoomer, voilà, on peut apercevoir des côtes. Les côtes de celui appelé Nouveau Monde, ou plutôt les côtes d'un continent. Car oui, en fait, le monde dans lequel on a suivi nos héros n'est qu'en fait qu'une archipel d'îles, ouais, se trouvant à l'intérieur d'un lac, le lac Mobius. Et comme vu précédemment, les traversées vers ce nouveau monde sont risquées, mais aussi peuvent même avoir des répercussions sur le monde de nos protagonistes. Oh là là, c'est de la dingue. Nous retournons au siège de l'association des Hunters. C'est de la dingue. Imaginez, votre monde, c'est juste une toute petite partie d'un gigantesque monde. C'est comme à l'époque quand ils ont découvert les États-Unis, tout ça, mais en 15 fois pire. Là, tu penses que ta vie, elle est finie. Il y a tout, t'as tout débloqué, t'as débloqué toute la map, tu te rends compte que t'es dans un lac. C'est comme... la ref. Comme dans... SNK, ouais, mais dans Rick and Morty, hein, les petits univers là, à l'intérieur d'autres univers, t'es là, je suis petit comme ça. Ah bon? Comment il est dedans? Il est dedans? Ah, attendez. Non, il est pas à Discord. Allô? Bah non. Cellule, le fils d'une hétéro fut enfermé. Pendant que Tidal, Zodiac du chien l'interroge. Derrière la vie de Beyond, les Zodiacs assistent à la situation. Lorsque Beyond fit une prédiction, que les Zodiacs allaient le libérer et qu'il finirait par le rejoindre, tout droit pour aller vers le Dark Continent. Tidal rejette l'idée en qualifiant cela d'illusion. Elle propose alors d'enregistrer la conversation, sachant très bien que Beyond est sur l'offensive, tandis que les Zodiacs sont sur la défensive. Ailleurs, le V5 et le secrétaire adjoint de l'Agence internationale des permis discutent à propos des précédentes expéditions sur le continent noir. C'est alors qu'il est dit de par leur dossier que 149 tentatives ont été effectuées vers le continent caché. Mais sur ce grand nombre de voyages, sûrement possédant des millions d'expéditeurs, il est dit qu'il y a eu que 28 survivants sur les 5 derniers voyages effectués. Tous possédant la carrière d'un médaillé olympique d'athlétisme. Et bien sûr une chatte énorme pour être revenu en vie. Mais que malgré ça, seuls 3 d'entre eux ont pu reprendre une vie normale. Et parmi ces 3 survivants, on retrouve bien sûr Beyond hétéro. Le taux de survie sur les 5 derniers voyages revient à 0,04%. Inutile de préciser qu'aucun citoyen ordinaire ne peut se rendre là-bas. Par la suite, une employée pose une question à propos du soi-disant guide. Un de ses collègues lui répond en lui disant qu'il s'agit d'une race de personnes appelées gardiens, être autorisant ou non les traversées vers le Dark Continent. Un des pays du V5 s'exclamant en disant que tout ça on le savait, et demanda à Steiner quel était le réel but de cette réunion. Steiner proposa donc pour régler la situation de manière pacifique entre Kakin et le V5, d'inviter Kakin à rejoindre le conseil, pour que ce groupe de pays devienne le V6. Expliquant que c'est à cause de chaque expédition des pays le composant que le conseil s'est créé, et donc inviter Kakin dans le conseil ne ferait que renforcer ce dernier. Et permettrait aussi à chacun des pays le composant de profiter de l'expédition à venir. Il proposa aussi de faire croire à un faux continent caché, expliquant qu'à proximité de la ligne de frontière marine, il existait de nombreuses îles capables d'accueillir plusieurs migrants, et qu'une fois arrivé là-bas et s'être débarrassé des personnes à faible compétence, la vraie expédition pourrait commencer, et que les personnes qui la composeront seront finement choisies par l'association des Hunters. Après que les propositions furent signées, nous poursuivons notre conversation entre Tidal et Beyond hétéro. Kansai Zodiac du Tic, vu qu'il est trop con, ne comprend pas leur conversation et demande une traduction. Suite à quoi, Sacho nous apprend que pour que Beyond aille sur le continent caché, a proposé au roi de Kakin, en échange d'un billet pour là-bas, de devenir l'une des plus grandes figures historiques qui aura découvert le nouveau monde. Mais c'est pas tout. Il nous révèle que Beyond déclare la guerre aux Zodiacs, ce que Tidal accepte. Plus tard, le V5 révèle aux Zodiacs qu'ils iront sur le Dark Continent accompagnés de Beyond, même contre leur volonté. Lorsque Kansai fait encore plus confus, mais Jelou ajoute qu'une fois là-bas, sur le continent caché, les Zodiacs se retrouveront sur le ring. Car devant à la fois gérer Beyond hétéro, à la fois gérer les assauts de ses compagnons pour le libérer, mais devant aussi faire face aux calamités se trouvant sur le Dark Continent.
Nous retournons avec Steiner félicité par son supérieur. Mais Steiner expliquant qu'il doute de la véracité des il a eu le temps de respirer un peu, à quoi le il est directeur reparti. lui répond en riant qu'il lui ressemble beaucoup et que peut-être un jour pourra devenir administrateur à son tour. Suite à ça, le Black Hole numéro 1 nous est montré, expliquant que ce navire peut transporter 200 000 personnes et que le roi de Kakin a pour objectif d'en créer 100 dans les 5 prochaines années. Il est aussi dit que pour cette première traversée historique, que le Black Hole numéro 1 partira avec à son bord le roi de Kakin Oikoro, accompagné de Beyond et ses 14 princes. Les 14 princes, sa sélection, tout ça, la dinguerie, ça. Ces informations, quelqu'un arriva enfin à sa destination. C'était Jing arrivant enfin au QG de Beyond Netero. À son étonnement, voyant parmi eux Pariston, ancien Zodiac du rat. Il dit qu'il veut se joindre à eux. Pariston, étonné pensant que Jing était venu l'arrêter. Et Jing, ancien Zodiac du sanglier, affirmant aussi qu'il était là pour ça. Il nous révéla également le plan de Pariston permettant à Beyond Netero de se rendre sur le continent caché. Expliquant que si les gouvernements n'acceptent pas de laisser Kakin et Beyond Netero de se rendre là-bas, Pariston jettera sur eux les 5000 fourmis chimères que le roi et sa garde royale avaient créées avant de mourir. Chimères ayant chacune la puissance d'un hunter aguerri. Suite à ça, il le défie en disant qu'il ne laissera plus ce dernier faire ce qu'il veut. Lorsque Pariston semble confiant que Jin les rejoindra, Jing répond qu'en fait il veut jouer seul. Oui, c'est vraiment pas que des gros coups de pression, frère. Tidal appelle un individu pour le moment atypique pour remplacer les places vacantes que Pariston et Jing ont laissées. Cette personne, c'est Leolio. Il fut étonné qu'on lui demande à lui d'intégrer les Zodiacs. Tidal expliquant que sa prestation lors de l'élection lui a permis d'avoir une grande image dans l'association. Mais malgré ça, il laisse entendre qu'il refuse la proposition. Mais le nouveau président des Hunters fait alors l'offre qu'il bénéficiera d'études de médecine. Et que son professeur ne sera nul d'autre qu'elle-même. Seule condition, il viendra avec eux sur le continent caché. Leolio ne pouvant refuser, demande s'il n'y aurait pas une autre place vacante, car quelqu'un lui serait venu en tête. Un vrai guet-apens, frère. Un vrai guet-apens. Tu veux faire ta vie tranquille, on te propose un job. On te propose un job, mais tu dois aller dans le continent caché. Pourquoi? Je ne suis vraiment pas complètement de tout l'étendue du truc. Les gars, 100% il va mourir. Mais non, Leolio, c'est le genre, tu sais, il va se retrouver dans la mer, mais il a de la chance, t'as capté, il va pas mourir. Même s'il se retrouve dans le continent caché pendant 5 mois, il va pas mourir. Genre de perso, c'est ce genre de personnage là. Mais oh mon gars. Nous retournons avec Pariston et Jing. Pariston demanda à Jing qu'est-ce qu'il sait de ses plans. Jing expliqua alors que Pariston était une personne cherchant toujours le nouveau frisson qui pouvait le divertir. Y'a pas Gon et Killua, non, Gon et Killua, on les a pas vus depuis un petit moment. Dispersera aux 4 coins du monde ces 5000 fourmis chimères, tout en ouvrant des routes vers le continent caché, autrefois illégal. Par la suite, Jing explique que Pariston, lorsque l'association ne saura plus quoi faire, intégrera parmi l'organisation des personnes travaillant pour lui. Même si Jing pour l'instant ne voit pas le lien entre fourmis chimères et organisation des Hunters, il explique que lui et Pariston sont pareils avant de l'insulter de pourriture. C'est alors que Pariston prend un ton plus sérieux, admettant que Jing a raison sur ce dernier point, expliquant que par la suite, lui comparé aux autres, ne ressent que du bonheur lorsque les personnes lui vouent une haine profonde et apprécie nuire aux personnes qu'il aime. Jing affirmant que c'est en ce seul point que lui et ce dernier sont différents. Un membre de la brigade de Beyond voulait s'interposer, mais... C'est un fils de pute, c'est tout. Il se fait Gimbas. Par la force de son haine, lui fit sentir un avant-goût de ce qu'il pouvait lui faire et demanda s'il avait bien compris. Il apprend par la suite que Pariston est classé numéro 2. Tout le monde là-dedans, c'est là où on a vu son pouvoir, non? Échelle de force. Il se revendique alors comme le nouveau numéro 2 et celui qui est pas content, il lui baisse sa mère. Clair et net. T'es qui, toi? Misaistom, Zodiac de la vache, arriva dans un lieu plutôt mal famé, demandant si Kurapika était là. Après que l'hôtesse lui ait répondu que non, il s'excusa et dit qu'il allait l'attendre de lui-même, tout en demandant un café dans lequel il allait mettre le lait. Lorsque Misaistom se fait bloquer le passage par les 3 individus qui étaient assis à la table, il utilise une carte étant sa capacité de naine, Cross Game. Misaistom possède un Hatsu très astucieux, qui fonctionne sur un système d'avertissement sanction. Il possède 3 petits cartons rectangulaires de couleurs différentes. Avec ce rythme-là. S'il parlait avec ce rythme-là, déjà que la vidéo, franchement, elle est giga bien proche vite. C'est juste son rythme de parole, là, il est... S'il parlait avec ce rythme-là, toute la vidéo, elle aurait été vraiment masterclass de A à Z. Hein. C'est le seul bémol. À ceux d'un arbitre de football. Sur l'une des faces des cartons se trouve un point d'exclamation. Et sur l'autre... La production, elle est vraiment trop bien de la vidéo. Lorsque Misaistom engage le combat, il dévoile un carton jaune et montre à son adversaire le point d'exclamation, tout en énonçant une interdiction. Tels que « ne fais pas un pas de plus » ou « ne m'attaque pas ». Oui, c'est un système de TF, frère. C'est Z de TF. Hein. Si son opposant enfreint l'interdit, Misaistom retourne le carton et montre la face dotée d'une croix. Il prononce alors le mot « restriction », ce qui active sa technique. La cible du cross game se retrouve subitement immobilisée, incapable de faire le moindre mouvement et totalement sans défense, pendant un laps de temps d'environ 20 secondes. En activant le guillot, on peut apercevoir une cage de naine invisible emprisonnant l'adversaire de Misaistom. Si, lorsque les effets s'estompent, celui-ci enfreint une nouvelle fois l'avertissement, le temps d'emprisonnement semble être plus long. La carte bleue a le pouvoir d'emprisonner la cible de Misaistom dans une zone restreinte appelée salle d'audience ou cellule.
Les effets exacts de cette technique sont encore flous, mais il est probable qu'en plus de l'enfermement, la cible soit obligée de répondre aux questions de Mesaistom, ou soit soumise à des conditions particulières. La carte rouge, la chaîne enfin, SVP, a une je vais mettre le lien de la vidéo à la fin. Mesaistom s'en sert pour redonner ses mouvements à sa cible, s'il décide que cela est nécessaire avant la fin du temps d'immobilisation ou d'emprisonnement naturel. Son type de naine exact n'est pas encore connu à ce jour. Finalement, l'hôtesse lui dit que Kurapika se trouve au sous-sol. Mais Kurapika apparut et se présenta lui-même à l'invité et demanda qui il était. Mesaistom se présenta et demanda si Kurapika était au courant que Kakin voulait se rendre sur le continent caché. Le dernier du clan Kuruta n'en savait rien. C'est alors que le Zodiac de la vache dit qu'il venait de la part de Leolio, que ce dernier lui avait parlé de son cas et qu'il aimerait que Kurapika se joigne au Zodiac pour aller vers le continent perdu. Kurapika refusa instantanément, et si c'était la seule chose que Mesaistom avait à dire, qu'il pouvait disposer, car étant occupé. C'est alors que Mesaistom mentionne soudainement les yeux écarlates du clan Kuruta et demanda s'il était toujours à leur recherche. Ce qui réveille une colère chez Kurapika et menace Mesaistom de dorénavant bien choisir ses mots, car elle s'aventure sur un terrain où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Kurapika répondit que c'était bien toujours le cas. Mesaistom expliqua alors qu'il y a 6 mois, sur un site clandestin où se réunissent secrètement des personnes avec des goûts très spéciaux, une vidéo montrant plein de yeux rouges avait été postée et demande si Kurapika était au courant. Ce qu'il acquiesce et demande pourquoi cette question. Mesaistom révèle alors que l'association des Hunters est parvenue à identifier le propriétaire et l'uploadeur de cette vidéo et dit l'avoir découvert par hasard en enquêtant sur des postulants à l'expédition sur le continent caché. Kurapika voulut en savoir plus, mais Mesaistom lui expliqua que vu qu'il ne faisait pas partie des Zodiacs, il ne pouvait pas plus lui en révéler et reposa sa question en lui disant de bien réfléchir à ce qu'il va répondre. Mais ajouta que s'il intègre le conseil, aura le droit au reste de l'information, mais devra aller avec eux sur le continent caché, tout en passant 2 mois enfermé sur un bateau. Kurapika demande si est-ce que l'individu lui aussi sera à bord, ce que Mesaistom acquiesce. Il reconsidère la proposition et accepte. C'est alors qu'une image lui est présentée, lui montrant le 4e prince de Kakin, Srerednich Oikoro. Grave erreur de Kurapika sur cet arc, hein. Nous voyons Kurapika devant les yeux de ses congénères, expliquant qu'à chaque fois qu'il a dû récupérer ces derniers, a dû aussi perdre une part de lui-même. Mais devant la photo de Srerednich, sent comme une libération, car étant le dernier possesseur des yeux de son clan. Mais comprend qu'après tout ça, après cette vengeance enfin achevée, il ne lui restera absolument rien. Personne qui l'attend, nulle part où aller, ou nulle part où rentrer. Kurapika va mourir dans cet arc, voilà, ça je peux le dire. C'est pas un spoil, hein, c'est pas arrivé, hein. C'est pas un spoil. Mais Kurapika... Là, il a pas parlé de la suite. Du coup, il y a la partie 2 et la partie 2.5. Il a pas parlé du truc maison close et tout. La vraie suite d'Hunter x Hunter. Hisoka versus... Attends, on va regarder celle-là. Wesh les BG, les chabatteurs, c'est le Crotal et... Mais... Oui, Hisoka versus Kuroro, du coup, il y a eu le combat et tout, on va regarder ça, je me rappelle plus trop. Enfin, je me rappelle un peu, mais... Kurapika, mon gars... Le 4e prince, il est imprenable à ce stade-là. Il est imprenable à ce stade-là. Avec ce qu'il a appris... Aïe, 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 aïe. Avec ce qu'il a appris... Aïe, 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 aïe. En plus, c'est Kurapika qui lui a un peu montré, genre... C'est trop tard. C'est trop tard. Et je vous aime, hein, mais vous êtes des forceurs. Wesh, sur des vidéos, ça parle même pas d'Hunter x Hunter, ça parle de JJK. Sur des vidéos, frérot, ça parle de OST. Ça me demande de faire une partie 3. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je fasse quoi? Bref, nous voilà enfin pour la partie 3 et j'espère que vous êtes contents. Parce que moi, je suis encore partie 2 en premier. Mais je crois que c'est juste une théorie, la partie 2, non? Je croyais que c'était juste une théorie, ce que va devenir Gon. Possible que bientôt je fasse une partie 2. Parce que vraiment j'ai fait qu'effleurer ce qui est en train de se passer. Mais que si cette vidéo marche, parce que ça m'a vraiment demandé du temps. Nous voilà 2 mois après ma vidéo sur la suite d'Hunter x Hunter. Tout ce que vous avez demandé dans les commentaires c'est pourquoi la partie 2 en fait. Et comme promis, dû au succès de cette vidéo, parce que Gon on l'a vraiment pas vu quoi. Vous demandez le plus. Du coup wesh les BG les chabatteurs, c'est le Crotal. Et bienvenue à la suite d'Hunter x Hunter. Bien sûr, cette vidéo est à visionner que si vous avez regardé la première, dans laquelle je mentionnais que ce genre de concept de vidéo non seulement contenait du spoil, mais aussi était présente soit pour combler la lecture de certains, ou pour vous pousser à aller lire ce chef-d'œuvre. Mais c'est vraiment pas tout. Pour cette vidéo, je serai accompagné d'un youtubeur nommé Lebele, qui fournit un taf monstre mais qui n'a pas la reconnaissance qu'il doit avoir.
Comme moi, il touche au manga, mais contrairement à moi, permet à des cases inanimées, avec du temps et de l'acharnement, à prendre vie. Alors n'hésitez pas à aller lui donner de l'assez fort, parce que c'est tout ce qu'il mérite. C'est stylé ça. Hein. Nous avons pu comprendre précédemment la constatation de Kurapika par rapport à tout ce qu'il a dû faire et tout ce qu'il a perdu pour en arriver là. Mais aussi comprendre sa résolution à s'occuper personnellement du 4e prince de Kakin, Strerenich Oikoro. Voilà alors dans la Il s'appelle comment? S'occuper personnellement du 4e prince de Kakin, Strerenich. Strerenich, j'ai jamais su son nom. Je l'appelais Stunderich moi. Senderich. Serenich. Nous revoilà alors dans la tanière de Beyond, où deux partisans de ce dernier affirment que tout dépendra de la réponse de Jing s'il souhaite devenir le numéro 2. Ces derniers se mettent en position d'attaque, au cas où si la réponse de Jing vient à leur déplaire. Et c'est alors que Jing leur propose de doubler la prime qui leur a été promis, que ce soit de la main de Pariston ou de Beyond. La confusion commençait à régner dans ce lieu, et un des partisans du fils de Netero demanda si cette somme était réglable en avance. Jing ne se fit pas prier, et après que l'individu lui ait donné ses coordonnées bancaires, lui envoya la somme convenue. Une fois les virements effectués, parti et dit qu'il Virement PayPal Me, c'est allé vite. Cela, Jing demanda si d'autres personnes voulaient bénéficier de cette offre. L'homme qui l'avait précédemment menacé dit que ça lui était égal que Jing soit le numéro 2, mais qu'il ne souhaite pas obéir à ses ordres, disant ne voulant pas participer à son petit jeu. Mais Jing, malgré ça, proposa quand même de procéder à un paiement. L'homme dit qu'il n'en voulait pas, mais Jing surenchérit. Il s'énerva et dit qu'il en voulait vraiment pas, et Jing force parce qu'il a envie que le mec l'accepte en tant que numéro 2. Mais l'homme continue de refuser. Le père de Gon demande par la suite si Pariston n'a pas d'objection, ce à quoi Pariston répond aucune. Mais Jing demande son rib au cas où, malgré qu'il sait que le double de 0 équivaut à 0, comprenant ainsi que Pariston est présent gratuitement, ce à quoi Pariston acquiesce. Nous revoilà dans le bâtiment de l'association des Hunters, où Leolio parvient à rentrer en contact avec Kurapika, qui voyage actuellement en voiture avec Misa Istom. Kurapika demande à Leolio comment se porte Gon, ce à quoi Leolio répond qu'il va bien pour le moment. Par la suite, Leolio demande l'email de Kurapika, mais ce dernier refuse et raccroche. Il remercie Misa Istom pour les renseignements sur le 4e prince de Kakin. Il fait trop la tismée Kurapika, frère. Dit qu'il ferait de son mieux Donne pour le mail toi aussi. Ce à quoi Misa Istom dit savoir tout ça, mais qu'une fois sur le bateau, il pourrait donner la priorité à ses intérêts personnels, mais qu'il aimerait néanmoins qu'il reste prudent, car sa cible reste un prince, fils dont le roi est au cœur de cet événement historique qu'elle a découvert du Dark Continent. Mais dit aussi qu'autour du prince circulent des rumeurs plus qu'inquiétantes. Mais Kurapika répondit que les monstres cachés derrière une apparence humaine, ça le connaissait et que Misa Istom n'avait pas à s'en faire. Nous revoyons Gon, mais qui bizarrement n'arrive pas à générer son aura. De retour avec Jing Freaks, qui explique à 3 membres de l'équipe d'expédition de Beyond que les 5 fléaux ramenés par les 5 pays membres du V5 ont probablement été donnés par le guide en guise d'avertissement. Il leur dit que ces calamités, toutes d'un niveau de dangerosité A, sont largement plus féroces que les fourmis chimères, mais leur explique aussi qu'après cette expédition, à cause du nouveau chemin que Beyond semble vouloir à tout prix prendre, l'humanité pourrait ramener de par sa faute un 6e fléau. Il leur dit que la seule solution pour empêcher que ces calamités éradiquent l'humanité a été de les enfermer ou de prendre des distances avec elles. Il leur révèle aussi que l'humanité a eu grave de la chance de s'être tirée de Papou et Ai, n'ayant fait qu'un nombre de victimes restreint. Après cela, Jing demanda s'il y avait des questions. Et 2 membres avec qui Jing parlait ont eu la même supposition. Si l'humanité prend tous ses risques, c'est qu'il y a bien quelque chose à en tirer. Et Jing leur révéla pourquoi, malgré tout ce qui est arrivé, les pays du monde entier s'obstinent à y aller. Un minerai qui, une fois plongé dans l'eau, produit une quantité inépuisable d'électricité. Un seul fragment de ce dernier de la taille d'une bille peut générer 20 000 watts par jour, minerai qu'on peut retrouver dans la chaîne de montagnes vers le nord-est. Et cette chose fait partie d'un grand nombre de merveilles qu'on peut retrouver sur ce continent dit Jing. Ou sinon, si on file plein nord, ça après avoir bientôt, parcouru 400 km de forêt dense, il y a 4 chapitres de manuscrit près, où se trouve une plante médicinale qui peut tout guérir. Mais c'est aussi là que Brion, l'arme végétale, s'est établie pour protéger la ville. Il y aura eu 11 rescapés de l'expédition de la Confédération d'Oshima. Au sud-est, cette fois-ci, nous pouvons trouver un riz nourrissant une extrême longévité. Mais 99% des personnes qui sont parties à sa recherche ont été dévorées par Elbel avant même d'avoir atteint la rizière, où s'est rendue la division des États-Unis de Saerta. Seulement 2 survivants à cette expédition. La République de Minbo, cette fois-ci, a fait appel à l'association des Hunters pour mettre la main sur l'eau primaire, qui sert de base à toutes sortes de liquides. Mais seules 3 personnes ont survécu et sont revenues les mains vides. Mais il y aurait aussi eu des différents par rapport aux victimes de Ai, étant devenus fous, ne pouvant plus être considérés comme humains. Dans les survivants de cette expédition, nous pouvons retrouver Zigzoldik, l'arrière-grand-père de Killua, Lin hors d'œuvre, une grande hunter reconnue, et le père de Beyond, Isaac Netero. Et d'après ce dernier, là-bas, tout est putain de trop grand. Le roi du Kukanyu, épaulé par Beyond, est parvenu à se rendre là-bas avec Beyond et ramener Métallion, un végétal alchimique. Mais le roi, en se trompant de route,
a attrapé l'une des pires maladies, le virus Zobae. 6 personnes dont des hunters sont son enfant, devenus il malades s'appelle de Zig l'expédition. quand même. Et du fait de miskin. ce détour, la plante se fana. Après l'agissement de son fils, Netero fit pression sur le V5 afin que le continent caché devienne un sujet tabou pour le monde entier, dont l'association des hunters. Et Jing, d'un ton humoristique, leur demanda s'ils étaient toujours chauds pour y aller. Le membre qui avait précédemment reçu l'argent de Jing revint et dit que tout son argent avait été dépensé pour les frais hospitaliers de sa sœur. Plus précisément, il a carrément sauvé l'hôpital de la faillite pour sauver sa sœur. Tu vois ce mec, il est vraiment trop chaud. Et remercia par la suite Jing en le désignant comme nouveau numéro 2, disant que où il ira, lui aussi irait. Et Jing, maintenant sachant ça, il proclama qu'il ne pouvait pas le laisser mourir. Et dit qu'en cas de succès de la mission, il pourra malgré tout bénéficier de la prime que Beyond doit lui donner. En gros, double bénéf là. Non seulement il va se faire protéger par Jing sur le Dark Continent, après avoir reçu le double de sa paye de base en avance, il pourra toujours prendre après la mission l'argent de Beyond. Non mais excusez-moi, là c'est même triple stonks. L'un des nouveaux collègues de Jing demande comment le V5 était-il au courant de toutes ces informations, de où se situait telle plante et de quels risques il pouvait encourir, et demanda s'il n'y avait pas des pionniers dont nous ignorons l'existence. Bah ils viennent de là-bas, les fourmis chimères. Qu'en effet, les idiots ont toujours existé. Et d'il y a ça 300 ans, l'un d'eux est parti explorer seul la côte de Mobius. Du coup, c'est pas les mêmes, t'as capté. Les récits qui Parce sont que les arrivés sur fourmis, le elles Dark changent en Continent. fonction de ce qu'elles mangent et tout, du coup, ça doit être différent. Actuellement entre les mains du V5. Plus précisément, les mains de lui, là, lui. Aux dépens de celui de l'Ouest, qui reste introuvable. Selon Jing, 3 raisons sont dues à cela. Soit le livre est juste bien caché à un endroit précis, soit l'auteur a renoncé à l'écrire et du coup il n'existe pas, ou soit, dernière raison, il est toujours en train d'être écrit. Mais les interlocuteurs disent que ça fait plus de 300 ans, mais comprennent aussi qu'avec les plantes qui y poussent là-bas, la mort peut être inexistante, notamment en pensant à l'herbe qui guérit tout, ou sinon au riz qui allonge la vie. Mais par la suite, Jing donna le nom de l'auteur, souriant en le disant car ayant un petit lien de parenté. En effet, le nom de l'auteur est ni plus ni moins que Don Fricks. Oh, du coup, c'était son daron, quoi. C'était pas lui qui était. Gon vient appeler son père par rapport à ce qui lui arrive, lui expliquant qu'il n'est plus en mesure de générer son aura ou même de la ressentir. Il a le numéro de son père, c'est déjà en avant. Que lorsqu'ils se sont vus, il avait bel et bien une aura. Mais lui explique que son combat contre Pitou, dû notamment à son pack de naines, lui a fait reprendre un stade normal. Gon comprenant ainsi que ses chocos, avant ouverts grâce à Wing, sont maintenant fermés, l'empêchant de voir ou de ressentir son aura. Mais son père lui explique qu'il était tellement prêt à tout perdre lors de ce combat qu'il devrait se réjouir de n'être que devenu normal et qu'il ne devrait pas en demander plus car il aurait pu lui arriver pire. Et il conseille alors à Gon de saisir cette opportunité pour trouver enfin ce qu'il pourra faire dans la suite de son aventure. Gon tient compte des conseils de son père et vient à retourner sur l'île de la baleine retrouver Tante Mito, reprenant petit à petit ses marques au milieu de sa famille. Mito vient interroger Gon lui demandant s'il n'aurait pas voulu accompagner son père. Il répond à ça en disant que s'il était en mesure d'utiliser son haine, il aurait peut-être pu l'accompagner après l'avoir rencontré. Mito demande pourquoi et Gon répond à ça que son objectif principal n'était pas de rencontrer Jing, mais plutôt de parvenir à le retrouver. Mais explique aussi que lorsqu'ils se sont vus, après avoir été de plus en plus heureux de discuter avec lui, a compris qu'il ne voyait vraiment pas Jing comme son père, mais plus comme un oncle incroyable dont tout le monde lui parlait depuis longtemps. Mito disant que ça l'étonnait pas car Jing n'a aucune des qualités pour être un bon père. Mais Gon ajoutant que lui et Jing se ressemblaient très fortement, et donc lui aussi n'a pas les qualités pour être un bon fils. Mito déconcerté essayant de rassurer Gon, mais ce dernier ajouta que c'était une blague. Mais ajoute aussi que s'il aurait voulu rester avec lui, ce ne serait même pas parce que Jing est son père, mais plus pour voir et comprendre la force de ce dernier. Chose impossible lorsqu'on redevient normal. Mito se lève et part pour revenir avec des tonnes de bouquins, disant que maintenant que Gon est redevenu normal, il est enfin temps de revenir dans la réalité, en présentant tous les papiers administratifs qu'il va devoir remplir. Bonne chance mon frérot, on n'est pas ensemble. Jing revient de l'appel qu'il a eu avec Gon et un des membres de l'équipe de Beyond lui informe qu'ils ont parlé en son absence. Ils disent que vu que Pariston lui a accordé le droit d'être le nouveau numéro 2, ils n'ont pas d'objection à ce qu'il soit en dessous de Beyond. Cependant, au sein même de l'équipe d'expédition, 2 clans se sont formés. D'un côté ceux qui refusent l'argent que Jing leur propose et de l'autre ceux qui l'acceptent. Et donc, afin d'éviter toute situation chaotique, ils ont décidé que personne ne suivra les ordres de Jing avant que tout le groupe soit réuni afin de savoir de qui prend ou prend pas l'argent. Mais l'individu précédemment menacé par Jing s'énonça en disant que même nous tous réunis, on pouvait pas le battre. Et du coup, il faudrait cesser cette mascarade et avouer qu'il est fait pour ce poste. Mais Jing l'interrompt en disant que ceci est peut-être vrai, mais que chacun d'entre eux ici a son utilité et possède des capacités que sûrement lui ne possède pas. Mais Pariston, dans ses pensées, commence à comprendre que lui et Jing ont des philosophies similaires. Mais comprend aussi que plus il se voit des similarités avec lui, et plus il vient à le détester, ressentant pour la première fois de la haine pour quelqu'un.
Et pendant que Jing demande à ses semi-nouveaux collègues de faire passer le message sur l'avancement de la prime, nous entendons les pensées de Pariston qui trouve ça excitant de vouer cette haine, mais se demandant de que va-t-il faire de quelqu'un qu'il déteste à ce point. Et alors, sans que ce soit un ordre bien sûr, un des membres de l'équipe... Vraiment le hater originel, frère. Mais nous apprenons aussi grâce aux pensées d'un des membres que Beyond a promis 1,5 Pour milliard aucune raison. pour chaque partisan actif. Mais par contre, ceux servant dans la recherche n'empocheront que 200 millions. Et du fait que Jing double ces sommes déjà astronomiques, nous permettent de comprendre que la fortune des Top Hunters est considérable. Pendant ce temps, dans un club, l'intendant de Srerenich repère et invite 2 jeunes filles dans l'hôtel de ce dernier. Invitation qu'elles acceptent. Lorsqu'elles arrivent à l'hôtel, tous deux sont émerveillés par le prince, lui demandant s'il vit tout seul dans ce grand palace. Le prince répond à ça qu'il ne s'en sert jamais vraiment seul et demande aux jeunes filles de commencer à lui parler d'elle. Puis la porte se ferma. Par la suite, nous entendons Srerenich sous la douche parlant au téléphone avec un certain Mark, lui demandant où a-t-il trouvé ces femmes, Hey, ne sachant que parler de mode et de sexe, Sur Twitch, quand disant même. qu'elle n'était en aucun cas cultivée, et demande à Mark que la prochaine fois, il devra lui ramener un couple de femmes qui, au minimum, connaît la capitale de Kakin. Ou sinon, c'est comme s'il parlerait à des singes. Et lorsque nous voyons du sang partout dans sa salle de bain, justifiant le fait qu'il se lave, il demande à Mark, son intendant, de ramener d'urgence 2 autres filles. Puis Cheadle dans son bureau reçoit un appel du directeur. Il m'a l'air très stable mentalement, ce pote. Demandant stipuleusement de faire signer à Beyond un contrat où s'il vient à le rompre, il encourra une peine à perpétuité derrière les barreaux. Cheadle acceptant cela. Mais le directeur tient à souligner que si Beyond vient à s'échapper et qu'il parvient à mettre la main sur une denrée du Dark Continent, informant par la suite le monde de cet exploit, du fait de cela, un avenir sombre attendrait l'association des Hunters. Cheadle acquiesçant à avoir compris. La présidente des Hunters sera alors dans la prison de Beyond, lui présentant le contrat qu'il lit instantanément. Et il dit avoir eu raison, car précédemment avait prédit que les Zodiacs travailleraient avec lui. Cheadle répond oui, mais dit qu'il s'est trompé sur le fait qu'il allait être libéré. Et qu'au contraire, il sera tout le temps surveillé 24 heures sur 24 et qu'il sera accompagné de gardes armés en permanence. Et qu'il portera un bracelet électronique pour qu'il sache où il se situe. Mais Beyond continue à lire son contrat et aperçoit que toutes les découvertes et captures qu'est-ce qu'ils vont faire les gardes armés, les gars, sont attribuées au V6. Mais malgré cela, regarde Cheadle et signe le contrat. Et tout en lâchant le stylo, dit qu'il lui reste 3 points à régler. Pendant ce temps, retour sur la voiture transportant Kurapika et Misa Estom. Et ce dernier demande à Kurapika ce qu'il compte faire au prince après avoir récupéré les yeux écarlates. Et Kurapika répond à ça qu'il veut juste récupérer les yeux de ses congénères. Mais Misa Estom, souhaitant savoir jusqu'où ce dernier pourrait aller, lui demande que ferait-il si le prince venait à résister. Et Kurapika le regarde d'un coup fixement, disant avoir connu 2 personnes prêtes à mourir pour ce qu'ils venaient récupérer, mais ont finalement changé d'avis et ne sont pas mortes. Et dit que ça sera du même cas pour le prince. Non, c'est vraiment un gangster, hein, Kurapika. Le bureau de l'association des Hunters, accueilli par le nouveau Zodiac du sanglier qui est devenu Leolio et le président des Hunters, qui invite le Zodiac du rat qui est maintenant Kurapika et Leolio à rejoindre la réunion. Cheadle alors, une fois les 12 Zodiacs réunis, révèle leur objectif et leur explique que leur mission, une fois là-bas, sera de capturer une des 5 calamités, tout en survivant au voyage retour et devant faire face à Beyond durant le processus. Cheadle vient demander s'il n'y a pas de questions. C'est alors que Kurapika lève la main et lorsqu'il... T'es là? Déjà, tu dois aller sur le continent caché, numéro 1. Capturer une calamité. Capturer une calamité. Même pas prendre un loot quelque part. Je dois capturer le boss. Revenir avec et te friter avec Beyond Netero en même temps. Comment tu demandes à des gens de faire ça? Comment est-ce que tu demandes à des gens de faire? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Ils vont tous mourir. Kurapika, déjà, lui, je suis sûr, il va mourir, mais même avant le continent. Hein. Il explique par la suite le raisonnement de sa question, disant que Beyond s'était préparé à la mort de son père, et donc devait avoir planifié son implication au sein de l'organisation à l'avance. Il confirme également la théorie selon laquelle Pariston et les Hunters à sa botte seraient des alliés du fils de Netero. Misa Estom, se rendant compte que les déclarations de Kurapika pourraient entraîner de certaines complications, lui demande de le suivre à l'extérieur, ce que Kurapika accepte. Une fois dehors, il lui révèle que lui et Cheadle étaient arrivés au même raisonnement que lui a eu précédemment. Elle suppose que Kurapika a compris qu'il y avait sûrement une taupe au sein même des Zodiacs travaillant pour Beyond, et demande à ce dernier, pour ne pas compromettre ses plans, de ne plus parler de ça à l'avenir. Ce à quoi Kurapika répond qu'il est d'accord.
Nous voilà un mois plus tard lors du 289e examen Hunter. Plus précisément, nous sommes lors de la dernière épreuve. Dû au succès qu'a fait l'annonce de Beyond au sujet du Dark Continent, cette année plusieurs candidats ont décidé de devenir Hunter rien que pour y aller. Mais aussi cette année, plusieurs candidats étaient des infiltrés envoyés par Pariston. Et les Zodiacs, le sachant très bien, ont conçu une épreuve simple, mais à double tranchant si vous échouez. Plutôt, si vous mentez. Shiddle alors pour l'épreuve demande aux candidats de dire devant une caméra s'ils étaient au courant de l'expédition qu'organise Beyond Netero. Et si oui, ils devraient révéler comment ils ont eu ces informations et comment ils expliqueraient au mieux le Dark Continent à une personne qui ne le connaît pas. Et pour déceler ceux qui disent du vrai du faux, dans une autre pièce, Kurapika, accompagné de Misa et Storm, vérifie à l'aide d'un ordinateur ce que chaque candidat dit. Il décèle les menteurs grâce à la dosing chain de Kurapika. Mais ce dernier commence à repérer des cas qui commencent à être récurrents. Bien sûr, il y a les menteurs et ceux ne sachant vraiment pas qu'est-ce que le Dark Continent, mais il y a aussi ceux mélangeant la vérité avec des mensonges, mais aussi ceux cachant des informations extrêmement importantes. Une fois la phase de recherche terminée, Misa et Storm dit à Kurapika que contrairement à ce qu'il a dit, il se révèle être très utile. Mais ce dernier dit modestement qu'ils ont bien certes fait tomber grand nombre d'espions, rien ne peut leur dire qu'il en reste aucun, même pas la chaîne de Kurapika. Misa et Storm demande à Kurapika s'il y a bien un risque concret à ce que ce soit le cas. Et le Zodiac du rat révèle au Zodiac de la vache qu'il ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de sa capacité. Et lui révèle que Dosing Chain, qui de base ne peut être qu'utilisé devant une personne physique, grâce à Emperor Time qui active ses pupilles écarlates, et de ce fait augmente toutes ses capacités à 100%, permet à la Dosing Chain de pouvoir être utilisée sur des images ou des vidéos de personnes que Kurapika a déjà vues. Mais explique que cette capacité a ses limites et qu'elle ne peut pas être utilisée sur une personne manipulée pour perdre la mémoire, donc l'empêchant de savoir si l'individu ment ou pas, chose qui a sûrement été fait chez l'ennemi. Revenons sur la situation de Jing, un mois après sa venue chez les membres de Beyond. Nous retrouvons ce dernier en train de leur faire une démonstration de ses capacités à travers un tour se nommant le Pimplay, jeu où les adversaires doivent apparaître. En gros, Kurapika, il a utilisé sa chaîne divinatoire pour savoir si les gens y mentaient ou pas, si c'était des infiltrés ou pas, voilà, simplement. De leur naine, faire apparaître le plus de verrues, jouant avec leur forme et leur vitesse de déplacement. Ce jeu précédemment demandé par Usamen, mais après avoir reconnu le talent de Jing, s'est barré de ouf. Pendant que les autres membres essayent de maîtriser l'astuce, Curly, ouais c'est ce binoclard, défie lui aussi Jing dans une correspondance de vocabulaire dans une langue ancienne nommée le Capé. Mais se fait laminer et lui à son tour, un mois après, reconnaît que Jing est réellement le numéro 2. Et lui demande dans la foulée si de parler en lingala aussi. Pariston se présente soudainement et annonce que l'examen Hunter vient tout juste de se terminer. Et affirme à Jing que tous les hommes qu'il a envoyés se sont fait recaler. Il reconnaît là le talent de son successeur à la place du Zodiac du rat, c'est-à-dire Kurapika. C'est alors qu'un individu suivi de 2 personnes arrive. Pariston demande si Jing connaît Muer, et Jing répondit que oui. Muer s'installe et révèle que le remplaçant de Pariston arrive à lire dans les pensées. Et après avoir pressenti ça, il n'avait même pas besoin d'attendre les résultats pour comprendre qu'il n'était pas admis. Par la suite, il s'interroge du fait que Jing reste ici alors qu'il est du côté de l'association. Mais Jing le corrige et rectifie que pour le voyage, il est comme libre. Et que en fait, il est plutôt du côté de Beyond. Il déclare ensuite que ses objectifs sont d'aider le fils de Netero, mais d'arrêter Pariston, disant qu'il possède un amour perverti et qu'il n'a aucun principe. Il demande alors à Muer si ses plans lui conviennent et il répond non. Usamen essaie de calmer les tensions en disant que Jing a été l'une de ses pires rencontres. Mais après plusieurs jours d'observation de ce dernier, constate qu'ils ont réellement besoin de lui. Mais c'est alors que des participants à l'examen Hunter envoyés par Beyond reviennent et disent que les seuls ordres qu'ils écouteront sont ceux du fils de Netero. Et laisse à Pariston et à Jing 2 propositions. Proposition où l'un d'eux partira. Mais Jing l'interrompt en disant qu'il y a en fait 3 possibilités. Mais Pariston interrompt Jing pour dire qu'en fait il y en a 4. La mais il y en a 5. Soit eux partent d'ici, et la 4e, soit ils meurent. Survient une phase de combat où les opposants à Jing et à Pariston font apparaître grâce à leur naine des armes à feu, avec lesquelles ils tirent sur ces derniers. Jing et Pariston s'enfuient dans les sous-sols de la résidence de Beyond, pourchassés par les hommes de main de Muer. Après être parvenus à les distancer, Jin affirme qu'ils ont un mauvais caractère pour tirer sur les gens comme ça. Mais compliment que Pariston lui retourne. Et pendant que leurs adversaires les recherchent, Jin constate que le nen qu'il pratique se fait à base d'émission et de matérialisation. Et révèle que ça sera du gâteau. Sur le point d'utiliser son nen, Pariston lui demande si ça ne le dérange pas s'il le voit à l'action. Jin répond que absolument pas et attaque. Vous reconnaissez cette technique? Mais Pariston remarque que le nen que Jing vient d'utiliser était le coup de Leolio. Pariston demande alors à Jing si sa faculté est de recopier le nen des autres. Mais Jing révèle que c'est bien plus simple que ça, et que après avoir reçu un choc de nen, son don est de pouvoir le recopier. Et explique à Pariston qu'à travers son don, il ne fait pas que recopier, mais comprend jusque pourquoi l'utilisateur a créé ce Hatsu. Là étant le cas de Leolio,
assimile qu'il veut devenir médecin et que cette faculté se base à peu près sur une sorte d'auscultation échographique. Et grâce à cette dernière, repère où sont les derniers opposants. Et explique aussi que le Hatsu du nouveau Zodiac du sanglier était même plus discret que le N. Puis Jing, encore une fois avec le Nen de Leolio, pulvérise littéralement tout ce qui reste. Puis lorsqu'il comprend que personne d'autre n'arrivera, révèle à Pariston qu'il sait que cette attaque a été organisée par lui. Et lui dit que la prochaine fois qu'il voudra voir ses capacités, qu'il vienne de lui-même et qu'il arrête de lui envoyer ses larbins. Mais malgré que c'était un plaisir de jouer à son petit jeu. Puis lorsqu'il remonte à l'étage, nous voyons Pariston fixant Jing. Mais c'est alors qu'en remontant, la machine que Jing avait précédemment remarquée vient à leur parler. Son nom est Golem et personne n'a jamais vu son visage. Ce dernier explique après que Jing ait compris toute la manigance, sa capacité de Nen, et dit que son Hatsu repose sur un système de John type utilisable qu'avec d'autres utilisateurs de Nen. Et explique que c'est lui qui a créé les armes qu'il a vues basées sur le Nen de l'émission. Mais révèle aussi sa capacité à pouvoir générer un canon à son bras, avec lequel si un utilisateur de l'émission s'installe à l'intérieur, pourra décupler sa puissance de feu. Après que Golem ait terminé son explication, Jing demande à Muer de convaincre ses partenaires à prendre l'argent, étant le chef de tous les mercenaires travaillant pour Beyond. Mais Muer explique qu'il était d'accord que Jing devienne le numéro 2, jusqu'à ce qu'il propose de l'argent pour le devenir. Et révèle que les soldats de sa brigade et lui-même apprécient la confiance mutuelle plus que tout. Et les rumeurs selon lesquelles certains d'entre eux pourraient se faire acheter, après que l'un des leurs ait pris l'argent que Jing propose, pourrait briser cette confiance-là. Et le fait que Jing jette son argent comme si de rien n'était, a suscité le mépris de ce dernier parmi le groupe. Muer demande alors à Jing de s'expliquer, mais le Top Hunter ne peut rien dire à part qu'il est désolé. Et au lieu de leur donner l'argent, il révèle qu'il va la donner à une œuvre caritative venant en aide aux militaires. Et du fait de ce don, Jing deviendra automatiquement un soldat qui devra obligatoirement écouter les ordres de Muer. Muer accepte et le reconnaît comme le nouveau numéro 2. Srerednich reçoit un appel de son frère aîné, Benjamin. S'il y a des updates sur Twitter, vous pouvez me révèle que leur père a envoyer ça en DM. Hein. Et que donc le prince qui reviendra vivant de la traversée vers le Dark Continent deviendra le nouveau roi. Sreredich remercie Dieu et indique à Benjamin qu'il pourra enfin se débarrasser de tous ces déchets merdiques qui lui servent de frère. Et déclare à son frère aîné que le roi, ce sera nul d'autre que lui. Benjamin rigole et suppose que son frère a pris une quelconque drogue, pensant déjà pouvoir gagner. Et explique à Sreredich qu'apparemment, un messager de leur père passera pour leur transmettre les conditions de ce qui va advenir. Mais explique aussi que ce sera lui qui éliminera son frère cadet, le brisant les os un par un. Sreredich raccroche et Benjamin tue le lion. Puis nous voyons en arrière-plan de Sreredich une femme se faisant tatouer. Le 4e prince reçoit alors un appel de Theta, l'un de ses gardes du corps, révélant que les 5 membres de sa garde rapprochée ont réussi l'examen Hunter. De retour à l'association des Hunters, où Misaestom explique aux Zodiacs du rat que les relations entre les Zodiacs est très complexe, et que savoir qui est le traître parmi eux serait très compliqué. Et c'est lorsque Kurapika propose son aide que le Zodiac de la vache décide de mettre en route son plan, dans lequel il réunit tous les cadres, hormis Leolio et Kurapika, et demande aux Zodiacs lors de cette réunion de tous dévoiler leur pouvoir, mais indique de faire très attention à leurs décisions, car parmi eux se tient un allié de Beyond. C'est alors que Kurapika, à travers la caméra placée dans la pièce, et grâce à sa dosing chain mêlée à l'Emperor Time, qu'il découvre que la taupe est nul d'autre que Sayu, Zodiac du singe. C'est alors que nous voyons Sreredich recevant le dit envoyé du roi, censé lui expliquer les conditions de cette guerre de succession. Mais bizarrement, au mur, derrière le 4e prince, nous voyons le corps de la femme précédemment tatouée, décapitée et amputée de tous ses membres. C'est alors que l'invité de Sreredich ouvre la boîte avec laquelle il est venu, le présentant la jarre royale, déclencheur de la guerre de succession. C'est American Psycho. Et lui demande après qu'il ait une goutte de son sang à l'intérieur, d'y mettre sa main. Par la suite, il nous a expliqué que le roi de Kakin possède 8 épouses officielles et 14 enfants reconnus. Mais il nous est aussi indiqué qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les épouses et que le genre de l'héritier n'influence pas la succession. Ainsi, tous les enfants portent le titre de prince suivi de leur numéro de naissance. Puis les enfants du roi de Kakin, Oikoro, nous sont montrés. Prince numéro 1, Benjamin, mère, Unma. Prince numéro 2, Camilla, mère, Juazulu. Prince numéro 3, Sholai, mère, Tosholei. Prince numéro 4, Sreredich, mère, Unma. Prince numéro 5, Tsubepa, mère, Juazulu. Prince numéro 6, je me rappelle, il y a une daronne. Mère, Kotolo. Enfin, il y a un des princes qui a un gosse et tout, elle me faisait grave pitié. Prince numéro 7, Zululusu, mère, Juazulu. Elle était badass un peu, elle faisait pas complètement pitié non plus. Salé. Lui, frère. Lui, c'était le roi du monde, hein. Il était là, juste, il était dans sa chambre. Que des grognasses, que des gros steaks. Il vivait sa meilleure vie, hein. Mais il participait quand même au truc, je crois. Cinco. Prince numéro 9, Eichenberg, mère, lui, là, l'avocat chelou. Prince numéro 10 et 11, Kacho et Fugetsu, mère, Seiko.
Prince numéro 12 et 13, Je crois que c'est le dernier prince. Mère, Sevenchi. Et Prince 14, ouais, voilà. Wubble avec sa mère, Oito. Ah bah voilà, c'est ok. La daronne c'est Oito et le prince c'est le bébé quoi. À la guerre de succession. Et après avoir mis son sang et sa main dans la jarre, une fée de naine soudain apparaît, lui plaçant une sorte d'œuf à l'intérieur de la bouche. Puis parti et l'intendant du roi dit que c'était fini. Étonné, Srerenic demande si c'était un rituel ou quelque chose dans le genre. L'envoyé du roi lui répond que tout à fait, et qu'il s'agit du rituel de l'œuf, effectué de génération en génération dans la famille royale. Le 9 on croit en lui, moi je crois au 4ème. Hein. Après que le successeur ait placé son sang dans la jarre, son désir d'accéder au trône se transforme en haine et lui confère ainsi des pouvoirs spéciaux. Nous nous retrouvons alors avec le roi actuel de Kakin, nous expliquant que pour chaque succession, cette jarre créée par le premier roi de Kakin a été utilisée. Et révèle qu'après que les héritiers aient chacun pris l'œuf, une bête prenant la forme de celui qui l'accueille protégera son hôte et lui permettra ainsi d'accéder au trône. Kurapika vient alors à parler avec Misa Estom oui, vous avez bien vu. Vous avez bien vu. C'est vraiment juste plein de nibards et une schneck au milieu. C'est fait exprès. D'accéder au trône. Lui, c'est celui qui aime trop les meufs, lui. Kurapika vient alors à parler avec Misa Estom au sujet de la traîtrise de Sayu, discutant du fait de son pouvoir qui est de priver grâce à 3 singes de l'ouïe, la vue et la parole. Et disent qu'il serait mieux d'arrêter le zodiaque du singe lors de la traversée avant d'arriver sur le Dark Continent, afin qu'il puisse éviter de libérer Beyond. Mais par la suite de cela, Kurapika est informé que certains princes sont engagés des hunters pour leur garde rapprochée. Kurapika, pour l'aider dans sa quête de récupération des yeux de son clan, fait appel à différents hunters qu'on a déjà pu apercevoir. Il y a tout d'abord Basho, faisant partie du clan de Strat dans lequel Kurapika était, mais aussi Hanzo, ninja faisant partie de la promotion de l'examen hunter du Zodiac du Rat, Senritsu qu'il a aussi rencontré dans le clan Nostrad, Izunabi avec qui il entretient une relation maître-élève qui a pu lui enseigner le nen, et pour finir Biscuit, présenté par le biais de Killua. Si les princes souhaitent engager des hunters pour leur garde rapprochée, ils disent tous que cela est bizarre et que ça implique forcément quelque chose qui s'est passé au palais. Mais qu'aussi, parmi ces 6 princes, 10, hein. Impossible de tomber sur le premier prince et le 4ème, disant qu'étant des vétérans, ils ont forcément une garde rapprochée attitrée. Mais Kurapika leur explique que son seul but est Srerenic Oikoro, et dans ce voyage, ils devront lui permettre de l'approcher le plus possible. Et explique que si lors de la fête de la veille du voyage, il parvient à lui serrer la main ou même le toucher, suite à ça, vu que la mission a été accomplie, il pourrait partir, ça ne le dérangerait pas. Mais Biscuit l'interrompt en disant que s'ils arrivent à être engagés, il y aurait une prime. Mais Kurapika réagit en disant que c'était une interruption inutile, ce qui vient à contrarier Biscuit. Le Zodiac du Rat, alors désemparé, se souvient de ce que Killua lui avait dit et comprend qu'il va devoir la shape pour la calmer. C'est alors qu'il lui dit que si Killua ne l'avait pas présenté, il n'aurait jamais engagé une jeune fille douce et fragile comme elle. Surtout qu'il ne voyait pas une princesse dans le rôle d'un garde du corps, ce qui réussit à calmer Biscuit. Vient alors le choix des princes que les hunters devront protéger. Kurapika décèle dans la candidature d'un de ces derniers. Les 3 petites disquettes, c'est dans la poche. Il voit dans l'une des lettres le 9ème prince. Il s'en bat les couilles d'elle surtout, c'est grâce à sa seule bonne entente avec Srerenic, Kurapika choisit d'être employé par lui. Une fois sur le lieu du rendez-vous que l'employeur a fixé, c'est avec stupeur que Kurapika apprend que celui qui souhaite l'engager n'est pas le 9ème prince, mais le 14ème prince, Wubble. Plus précisément sa mère, qui révèle par la suite à Kurapika que le voyage servira de Battle Royale et que le dernier prince encore en vie sera le nouveau roi. Elle explique alors que les princes les plus âgés ont déjà leurs agents et leurs contacts et que cette guerre de succession à venir pour elle et sa fille, c'est comme une mise à mort. Kurapika vient lui demander mais pourquoi ne pas se retirer de la course? Mais elle explique que le roi a décidé que tous les princes qui ne participaient pas à la guerre seraient déshérités. Et par la suite fondu en larmes. Et 17 fait passer exprès pour Alkenberg car toutes les personnes voulant le protéger sont peut-être bons. Kurapika alors accepte de la protéger. Elle vient lui proposer de porter sa fille, ce qu'il fit. Il y a un gars amoureux de Biscuit, je reforme. Ouais. Je me rappelle, il s'est tapé, dès qu'elle s'est transformée, il y a un gars, il était in love. Biscuit se retrouve avec mais le ça, c'est 13e après, prince, ça, c'est bien après. Marayam. Izunabi se retrouve avec le 6ème prince, Taizon. Hanzo se retrouve avec le 12ème prince, Momodze. Et Senritsu se retrouve avec le 10ème prince, Kachu. Kachu. Bienvenue au combat qui rentrera dans l'histoire, opposant Kuroro à Hisoka, le Floor Master. Hisoka a dit que son rêve se réalisait enfin, et que depuis le temps qu'il attendait, il veut un combat sans retenue. Kuroro répond à ça qu'il en avait marre que Hisoka le suive à chaque fois. Et pour que cela s'arrête, il lui dit que cet affrontement sera un combat à mort. La foule est en délire, puis la cloche retentit. Les deux adversaires se foncent directement dessus. Kuroro sort son livre, duquel il sort l'antenne de Charnalk, de son Hatsu Black Voice, avec laquelle il prend possession de l'arbitre. Hisoka voit directement ce que Kuroro souhaite faire, et comprend qu'il veut jouer au jeu du chat et de la souris, jusqu'à avoir gagné. Kuroro n'attend pas et envoie l'arbitre sur Hisoka.
Et Hisoka voit que Lucifer essaie de s'approcher discrètement de lui pour essayer de lui planter une antenne. Le Floor Master de la Tour Céleste n'hésite pas et envoie voltiger l'arbitre avec son pied. Kuroro, voyant cette occasion, essaie de restreindre Hisoka en lui pétant la jambe. Hisoka ayant compris ça, esquive à la seconde près. Terrible erreur, car c'était une feinte de la part de ce dernier. Mais Hisoka, ne manquant pas de ressources, avait collé son bungee gum sur l'arbitre et le fait arriver sur Kuroro à la vitesse maximale. Arbitre que Lucifer arrive à esquiver, puis avec Black Voice, le remet sur pied, se remettant derrière lui pour une nouvelle tentative de manipulation sur Hisoka. Hisoka commence déjà à être amoureux de ce combat et sort ses cartes car comprend qu'il va devoir tuer l'arbitre pour s'échapper de cette situation. Mais au moment où il réussit à le tuer, l'arbitre explose. Imprévu dont il réussit à s'échapper avec son bungee gum et fixé au plafond, voit que Kuroro arrive à utiliser une capacité volée sans que son livre soit ouvert, mais surtout avec ses deux mains. Puis explique au Floor Master comment il compte gagner, mais surtout quel ajout il a fait à sa capacité Skill Hunter. Aïe 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 aïe, trop de la dinguerie Kuroro, frère. Là je pense qu'il est max. Frère, il a un, j'ai juste mis un marque-page dans mon livre, hein, il y a... Car on va parler d'un des combats juste mis un marque-page, dans le monde du manga, qui est Hisoka contre Kuroro Lucifer. Préparez-vous des popcorn et le combat était compliqué, mais de ce que je me rappelle, ça va fuser de ouf. Abonnez-vous aussi et lâchez un Kuroro. like. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Il a son livre avec ses capacités, il peut mettre un marque-page et même dès qu'il ferme son livre, il garde la capacité. Et du coup, il a les deux marques là sur ses mains, le soleil, la lune. La même et ça explose. Si tu veux regarder cette vidéo, il faut d'abord regarder la partie 1 et la partie 2 précédant celle-ci. Partie expliquant les secrets du Dark Continent et la guerre de succession à venir qui risque de changer tout le fonctionnement de combat de Hunter x Hunter. Tu m'as capté, c'est important de visionner ce que je viens de dire. Mais aujourd'hui les gars, je retaffe avec le Bélé. Vous savez ce que ça implique. Des planches de manga qui normalement sont statiques, mais qui grâce à lui prennent vie. Et le pire c'est qu'il est vraiment fort. Vraiment, allez checker ce qu'il a mis sur sa chaîne YouTube. Et vu que dans cette vidéo il va littéralement expliquer tout ce qui se passe dans le tome 34, vraiment son aide m'aurait été cruciale et je le remercie pour cela. Nous nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente lorsque Kuroro a réussi à utiliser ses deux mains alors que normalement, la contrainte qui oblige que son livre doit rester ouvert lorsqu'il utilise une capacité... J'ai blanchi, c'est de la caméra, sans la lumière, j'ai pris une autre lumière. Vint alors l'explication des capacités qu'il utilisera lors de ce combat. Sun and Moon, type de naine voilà, Sun and Moon. Sur le dos de chacune des mains de Kuroro apparaissent un symbole. Un soleil qui enrobe un plus dans la main gauche et une lune qui enrobe un moins dans la main droite. Il peut apposer les effets de cette technique où il veut sur quelqu'un. Et lorsque les deux symboles entrent en contact, une explosion a lieu. Plus le temps d'apposition, donc de contact entre Kuroro et sa victime est long, plus l'explosion sera puissante. D'après Lucifer lui-même, il suffit de 3 à 5 secondes pour créer une explosion réduisant un homme en poussière. Mais comment Kuroro arrive-t-il à utiliser ses deux mains? Tout simplement grâce à Double Face qui possède le type de naine de la spécialisation. Déjà juste le pouvoir de base, il est stylé de fou. Principal Skill Hunter qui lui permet de mettre un marque-page dans son livre et de le refermer tout en gardant la capacité marquée. Et le pire c'est que après il peut réouvrir son livre tout en laissant le marque-page à la capacité marquée et donc utiliser deux capacités en même temps. Vient alors la démonstration de Gallery Fake, technique de Kurotopi, membre de la Brigade Fantôme, technique de type matérialisation. Pour utiliser ce Hatsu, il a besoin de ses deux mains. Donc il insère son double face pour marquer la page de Gallery Fake, puis referme son livre. La technique de Kurotopi est simple. Avec la main gauche, il copie, avec la main droite, il fait apparaître. Chose qu'il fit avec le cadavre de l'arbitre. Par la suite, Kuroro invoque un tampon de Order Stamp, technique de type manipulation, qu'il utilisera pour tamponner le front de l'arbitre. Mais cette capacité permet à Kuroro, à la manière d'un Black Voice, de contrôler les pantins qu'il fera apparaître. Mais pourquoi a-t-il utilisé Gallery Fake pour faire apparaître une copie et par la suite utiliser Order Stamp? Tout simplement car le possesseur originel à qui Kuroro a volé cette technique voyait une grande différence entre cadavre et objet. Et donc même si Kuroro utilisait ces techniques sans un corps inerte, et ben ce Hatsu ne marcherait pas. Et donc voilà pourquoi il utilise Gallery Fake pour copier. Car tout ce que copiera Gallery Fake deviendra un objet, rendant Order Stamp utilisable. Il est trop fort cet enculé frère, il a de ses combos, de fou. Mais qu'est-ce qui diffère entre ces deux techniques que possède Kuroro? Tout d'abord c'est le nombre de pantins ou de personnes manipulées. Avec Black Voice on peut en contrôler 2 car il y a 2 antennes, mais avec Order Stamp on peut contrôler un grand nombre de pantins. C'est simple. Il y a Kuroro, il est juste ici là. Il a des cheveux, waouh, il est trop stylé, il est brosson, ok, Kuroro. Ok? Kuroro, livre. Kuroro, livre.
livre, pouvoir. Main droite, pouvoir. Si livre ouvert, pouvoir, main droite. Vous avez compris. Ok? Pouvoir. Mais, livre fermé. Ok? Livre fermé. Plus pouvoir. Pouvoir parti. Jusque-là, on est clair. Jusque-là, on est clair. On est clair? On est clair. Kuroro, il a évolué. Kuroro, gros muscle. Gros biceps. Il a évolué. Ok? C'est lui. Kuroro, il est là. Il y a juste son bras droit qui est musclé, mais cherche pas à comprendre. Gros biceps. Waouh, il a évolué. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? S'il y a son livre, il l'a ouvert. Il a pris une capacité. Ici, on va dire, il y a la capacité. C'est du Viagra, ça allonge ton chibre, ok? Il y a la capacité Viagra ici. Il met son petit marque-page vert au milieu. S'il ferme le livre et qu'il y a le marque-page ici, il peut quand même garder la capacité, donc il a les mains libres. T'as capté? Avant, il devait garder le livre ouvert. Maintenant, il a le livre fermé, c'est pas grave, il s'en bat les couilles, il utilise quand même le pouvoir. Du coup, même le livre fermé, son chibre reste gigantesque. Il ne se rapetissit pas, ok? Il ne se rapetissit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est son pouvoir de base. Ça commence à... c'est maintenant que ça commence à devenir compliqué. Ok? C'est maintenant que ça va devenir compliqué. Là, c'était simple, parce que là, c'est logique. J'ai mieux compris que les cours de ma prof de français. Merci, de rien. Il a volé des pouvoirs à des gens, tu vois. Il a volé des pouvoirs à des gens, on sait toujours pas comment il fait, mais il a volé des pouvoirs à des gens. Il a volé des pouvoirs à des gens, dont un... c'est un tampon. Ok? Un tampon comme ça. Tampon, genre, ça fait... tu tamponnes quelque chose et ça fait un tampon, quoi. Vous avez capté? Ça tamponne. Un tampon qui tamponne. Ok? S'il marque un objet, on va dire une chaise, avec ce tampon-là, il peut commencer à le contrôler. Sauf que ça ne marche pas sur les êtres vivants. Donc si t'es en vie, comme ça, je vais faire, je sais pas, symbole. Ça, c'est le symbole de la vie. Si t'es en vie, il tamponne. Ça va pas marcher, je crois. Ou si t'es mort. Un être vivant, ça fonctionne pas. De toute façon, un être vivant, ça fonctionne pas. Ok? Je vais pas tamponner un être vivant. Ça fonctionne pas. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le pouvoir du gars là qui a une frange. Le gars là, qui a une frange. Vous vous en rappelez dans les comment ça s'appelle? Dans les araignées là. Dans les araignées, dans les spiders. Dans les araignées. Hop. Dans les araignées là. Il y en avait un, son pouvoir c'était main droite. Main gauche. Il prend un truc de la main gauche et il le reproduit à droite. Ok? Il a un glitch, argent infini. Vous voyez les glitches pour dupliquer les voitures sur GTA 5 à la base que tu utilisais pour te faire de l'argent infini? C'est pareil. Main gauche, il prend le truc. Main droite, il reproduit. Du coup, ce qu'il reproduit, c'est des objets. Et si Kuroro ici, il prend un cadavre d'un gars qui est mort avec du sang, blaouah, il est mort. Il duplique son corps. Ce qui va sortir, c'est un objet inerte.
Puisque lui, il copie pas vraiment les êtres vivants. C'est un objet inerte. Et vu que c'est un objet, il peut utiliser le tampon qu'on a eu juste là. Et il peut contrôler le corps d'un être humain. Du coup, ce qui nous fait, Kuroro, il est là. Il y a un cadavre d'un gars qui est mort. Il le duplique. Il fait un autre. Et ça fait un pantin. Il lui met le petit tampon. Et vu que ça compte comme un objet, il peut le contrôler comme il veut. Et en plus de ça, dès qu'il a fait les clones et tout, il s'en bat les couilles. Il peut juste reprendre son livre et faire autre chose. Donc, il reprend son pouvoir qui nous a expliqué juste avant la lune et le soleil. Et il marque. Il marque. Il leur met des petits tatouages. Les cadavres qu'il crée, genre, les cadavres, les pantins qu'il crée, il leur met chacun des marques. Comme ça fait des kamikazes en fait. Littéralement, genre, ils vont courir sur Hisoka et exploser. C'est simple. Putain. Plutôt simple. Rien compris, mais t'es caté. Je suis perdu. C'est pour ça coup flop. Si vous comprenez pas, c'est vous qui êtes bête, c'est pas moi qui m'a expliqué. Voilà, c'est bon, c'est trop frère. C'est trop frère. Kuroro, copie, corps, copie, hop, il peut utiliser qu'un seul des corps ici, explose, boum, 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 corps, fonce, Hisoka, il est là, boum, corps arrive sur lui, explose, bam, gros dégâts, moi, meurt, je suis... Diffère encore, c'est comment la manipuler avec Order Stamp, on peut contrôler un grand nombre de pantins. Ce qui diffère encore, c'est comment la manipulation est faite et comment l'ordre va être formulé. Pour la technique de charnal, qu'on doit planter une antenne dans la nuque de la victime pour par la suite la contrôler via un téléphone, ce qui permet de donner des ordres complexes et techniques à la victime contrôlée. Mais pour la seconde technique volée, on doit appliquer avec un tampon un seau sur le front du pantin pour le contrôler via des ordres simples et seulement dits à l'oral. Une fois que le pantin, apparu grâce à Gallery Fake, fut sous le contrôle de Order Stamp, Kuroro lui demanda de se lever et de détruire Hisoka. Le pantin fonça sur Hisoka, main les premières, essayant de l'agripper. Action que le Floormaster esquiva et qui sans hésiter décapita la copie de l'arbitre. Après cela, Kuroro félicita Hisoka, lui expliquant que s'il n'avait pas décollé la tête de l'arbitre de son corps, le pantin, malgré les attaques que Hisoka pourrait lui porter, aurait continué à... Alors, il a dit ça, mais Hisoka, peu importe si ça avait été le vrai arbitre ou un pantin ou je sais pas quoi, il aurait dévissé son crâne. à bouger. Mais explique aussi l'un des défauts de Vraiment Order enculé, Stamp, quoi. lui expliquant que l'ordre de tuer qu'il pourrait formuler à un pantin, parfois ne pourrait pas marcher, du fait que le pantin contrôlé pourrait le faire d'une manière qui n'est pas efficace. Et donc pour pallier à l'ordre de tuer qui ne marche pas, l'ordre de détruire sera formulé, lui qui permet aux actions du pantin d'être fait d'une meilleure manière contre un individu. Par la suite de ces explications, pour contrôler l'arbitre, il a pas essayé le pouvoir de charnal. C'est ce qu'il a fait au début. La dernière technique qu'il utilisera pour ce match, Covered End. Des flèches indiquant des directions apparaissent sur ses mains. Si Kuroro touche quelqu'un de sa main droite, la personne prend l'apparence de Kuroro. Et s'il touche une personne de sa main gauche, Lucifer prendra l'apparence de la personne. Et s'il appose ses deux mains sur la victime, alors tous deux changeront d'apparence mutuellement. Il est facile de repérer qui n'est pas Kuroro du vrai. Il expliquera à Hisoka que même s'il change d'apparence, les marques sur ses mains continueront à être sur le vrai Lucifer. Malgré qu'il doit utiliser ses deux mains pour bénéficier du plein potentiel de cette capacité, Cover End est un Natsu qu'il peut utiliser avec le livre ouvert. Juste après cela... Donc, je disais,
Kuroro, il est là, il y a Kuroro, ok. Il a une flèche, là, ça c'est un upvote sur Reddit, et là c'est un downvote sur Reddit. T'as capté? Il y a l'arbitre là, avec le pantin, c'est celui qui sert de base au pantin, qui est mort. Kuroro, il va le toucher avec la main download pour prendre l'apparence de l'arbitre. T'as capté? Donc maintenant, avec tous les pantins, hop, hop, voilà. T'as tous ces pantins-là. Et il y en a un, c'est Kuroro, tu sais pas c'est lequel. Du coup, il sait, l'autre Hisoka, il sait pas. Et il y en a un, en fait, bah, c'était Kuroro, ma gueule. Voilà. Kuroro dit que toutes les capacités qu'il a précédemment expliquées à Hisoka ont toutes été sélectionnées pour ce moment, et donc pour le tuer dans un terrain comme celui-ci. Et que c'est maintenant ou jamais s'il souhaitait abandonner. Hisoka demandait s'il avait enfin terminé avec tous ces blabla. Kuroro disait que ce combat était une mise à mort pour Hisoka, et donc révéla l'un des secrets d'une de ses capacités pour que l'ancien membre de la brigade fantôme arrête de chercher quelque chose qu'il n'aura pas. Et ce secret concernait sa capacité Sun and Moon par rapport à son livre du secret du bandit. Il dit qu'en théorie, l'une des faiblesses de son livre était simple. Lorsque le propriétaire à qui il a volé le Hatsu meurt, la capacité dérobée présente dans son livre disparaîtra avec lui. Sauf pour Sun and Moon, dont l'utilisateur originel est décédé, mais qui ne sait pas volatilisé avec lui, et donc n'a pas disparu de son album. Impliquant une faculté terrifiante du naine, lorsque celui-ci devient plus puissant après la mort. Hisoka comprit instantanément. Par la suite, Lucifer expliqua à qui appartenait originellement ce Hatsu, permettant une description plus accrue de cette capacité. Soleil et Lune ou Sun and Moon appartenaient au doyen de Meteor City, ville où a grandi Kuroro. À l'époque, une menace allait s'abattre sur les habitants de la ville. Alors le doyen utilisa cette technique sur ses frères et les envoya en tant que bombe pour faire passer un message. Lucifer demanda si Hisoka avait compris. Il dit que oui. Cette volonté qu'a eu le doyen lorsqu'il utilisait cette capacité a perduré malgré sa mort. Et maintenant, ce naine terrifiant fait partie du livre de Kuroro. Une fois le sceau apposé, même si le livre de Kuroro est fermé, chose qui normalement annule le Hatsu, ben le sceau de Sun and Moon lui restera jusqu'à l'explosion, due au renforcement du naine après la mort. Hisoka comprit tout cela et dit que ça allait s'avérer problématique. Et par la suite de cela, Kuroro dit qu'il ne voulait pas narguer Hisoka, mais qu'il était sûr de remporter la victoire à 100%, et demanda au Floor Master s'il était toujours sûr de se battre. Hisoka dit que oui, plus que jamais. C'est alors que Kuroro, dans ses pensées, dit que les humains étaient des créatures fascinantes. Le chef de la brigade fantôme commence en mettant son double face dans son livre à une page de capacité en se dirigeant vers les gradins. Hisoka lui le poursuit en activant son aura en Ken, dégagement de l'aura depuis les chocos permettant de se protéger des attaques. Lucifer utilise Black Voice et Hisoka se prépare à toute éventualité avec son bungee gum. Le chef de la brigade fantôme se faufile à travers la foule du stadium avec le Floor Master toujours à ses trousses. Hisoka réfléchit et dit que s'il s'approche, il pourrait se faire planter une antenne. Mais s'il maintient cette distance entre lui et Kuroro, il fera ce qu'il attend de lui. À peine qu'il se dit ça qu'un énorme personnage s'interpose entre lui. Bonne question, monsieur dans le chat. Kuroro, Hisoka. Tribune, Jean. Kuroro, tribune. Hisoka, tribune. Lui est celui qu'il pourchasse, chose que le Floor Master avait prévu et compris que l'objectif de Kuroro était que Hisoka le perde de vue. Malgré cela, Hisoka assimila que Kuroro était parti à gauche et pour continuer à le suivre, découpa tête et bras de l'individu devant lui. Une fois libéré, il partit dans la direction où Lucifer était allé, mais tomba sur un autre spectateur sous le contrôle du naine de ce dernier. Hisoka l'élimina pareil que le précédent, mais pas de bol, Kuroro avait disparu. Le Floor Master essaya de comprendre et supposa qu'il a d'abord utilisé Black Voice, puis a marqué avec double face cette capacité pour par la suite utiliser Cover N,
puis changer son apparence avec la main gauche, puis déplacer le marque-page à cover. Bien sûr qu'il faut des explications sur Paint, frère. Bien sûr qu'il faut des explications sur Paint. Pour disparaître dans la foule en fermant son livre. Bien sûr, non mais les gars. Il a de comprendre et supposa qu'il a d'abord utilisé Black Voice, puis a marqué avec Vous avez face cette compris, vous êtes capacité sûr? pour par la suite utiliser Cover N, puis changer son apparence avec la main gauche, puis déplacer le marque-page à Cover End pour disparaître. Juré, ouais, mais il parle de termes. Non, mais les gars, là, je suis obligé premier degré, ok? J'ai pas compris, t'inquiète, je t'aime, mon gars. Il y a Kuroro, il est là. Ok? T'as Kuroro, il est là. Il y a Charnalk, c'était le gars Super Saiyan, vous vous en rappelez de lui. Il a une antenne, il peut planter les gens. S'il plante les gens avec l'aiguille, il peut les contrôler. Kuroro, il est parti dans les tribunes. Il a contrôlé un gros. Voilà. Il lui a planté l'antenne. Ça a fait barrage. Hisoka, il était là. Wesh, mon gars, je peux pas voir. Et pendant qu'Hisoka ne regardait pas, Kuroro, derrière, ici, hop, il a pris son livre. Il a mis un marque-page sur l'aiguille, là. Sur la capacité de l'aiguille, ici. Il a mis un petit marque-page. Hop. Et après, il a ouvert une autre page dans laquelle il y avait la capacité de se transformer pour prendre l'apparence des gens. Et du coup, dans la tribune, là, où il y avait tout le monde, pendant que lui, il était en train de se taper contre les pantins, il a pris l'apparence des gens et après, il s'est caché dans la foule, quoi. Pourquoi il met pas deux marque-pages? Bonne question, parce qu'il n'en a qu'un seul. C'est bon, j'ai clarifié? C'était vraiment pas obligé, mais vas-y. Mais après, c'est genre, t'es dans un cours. Si un élève qui comprend pas, tu dois lui expliquer, sinon ça se fait pas, t'as capté? Dans la foule en fermant son livre. Hisoka assimila au milieu du public que cette situation allait poser problème. La foule s'affole dans les gradins et accourt dans tous les sens. Et Hisoka remarque que tout d'un coup, les antennes de Black Voice ont disparu. Et se demande comment Kuroro a pu les récupérer. Sauf qu'il n'a pas le temps de le comprendre, car dans la salle, plusieurs individus se retrouvent à avoir un double 2. Hisoka saisit que Kuroro utilise en masse Galerie Fake et comprend que Lucifer se camoufle avec les vêtements de quelqu'un d'autre. C'est alors que plusieurs pantins se mettent en mouvement. La commentatrice dit que plusieurs spectateurs avaient pris pour chasse Hisoka, alors que c'était plus complexe que ça. Hisoka a émis l'hypothèse que Kuroro avait ouvert son livre à la page de Galerie Fake, positionné le marque-page à cette capacité, a créé par la suite avec ce Hatsu une multitude de copies, réouvert son livre à la faculté de Order Stem pour apposer des sceaux, puis a donné l'ordre aux clones de détruire Hisoka. Et il comprit que cet ordre, détruire Hisoka, était facile à ordonner. C'est ce qu'il a fait avec les arbitres au début. Dans la salle, c'est qui est Hisoka. Alors que si certains pantins ne le connaissaient pas, cet ordre aurait été impossible à effectuer. Mais c'est trop tard pour réagir. Une trentaine de clones foncent sur lui à toute vitesse et le seul moyen de les éliminer, c'est la décapitation. Sachant que sûrement d'autres pantins sont toujours en stand-by, il a un pétard, hein. De les reconnaître. Hisoka activa Bungee Gum au plafond de l'arène, sauf que comme des zombies, ils se marchèrent dessus jusqu'à atteindre le Floor Master dans les airs. Il s'en débarrassa de deux et vit Kuroro avec un autre habillement derrière son dos. Hisoka se prépare avec son aide à recevoir la droite qu'il s'apprête à lui mettre, sauf que grosse fente de la part de Lucifer, car c'était un high kick qu'il lui destinait. Hisoka désemparé, car était sûr qu'il allait... Kuroro, il était là dans les airs, t'as capté? Et il y avait Hisoka là-haut, là. Il était là, wesh. Mon gars, tu vas mettre une patate ici, je vais me protéger. Oh, puis ça commence à se protéger. Kuroro, il lui a dit, tu crois que je vais te mettre une... Tu crois que je vais te mettre un coup ici, bra, high kick derrière. Oh non, là, elle est attaquée par la gauche. Non, c'est grave. Pour atteindre ses points vitaux. Mais Kuroro s'est adapté à son contre. Hisoka a joui. Il dit que c'était splendide.
Est-ce que ça, je peux l'expliquer sur Paint? Il y a Hisoka, là, avec ses cheveux et tout. Il est là, il a un gros pétard. Il a des grosses fesses, vraiment. Et franchement, il s'est pris un retourné dans le crâne et ça l'a fait jouir. Il était là, oh, c'était bien joué. Et Kuroro, car était sûr qu'il allait attaquer par la gauche pour atteindre ses points vitaux. Mais Kuroro s'est adapté à son contre. Hisoka a joui. Il dit que c'était splendide et réatterrit au centre de l'arène. Pas le temps pour l'émerveillement, avec tous ses pantins se ruant sur lui. Il se leva et les décapita un à un. Il repoussa une foule de clones d'une enroulée de bras, mais par derrière, Kuroro l'asséna un gros coup de pied à la nuque tout en ayant le livre ouvert. Hisoka voit ce que le chef de la brigade fantôme veut faire, rester tranquillement à l'écart, tout en attendant grâce à ses pantins l'occasion d'attaquer, pendant que Hisoka, lui, est occupé à se défendre. Hisoka comprend alors que le coup que lui a donné Kuroro l'a propulsé vers où il y a le plus de pantins, et assimile que Lucifer ne peut pas créer d'autres copies pour l'instant, et qu'il lui reste juste à tuer tous ses pantins pour se dégager de cette situation. Mais à peine qu'il émet cette idée, que Kuroro réapparaît et lui assène un coup cette fois-ci à la côte. Propulsé comme le souhaite Lucifer vers où il y a le plus de pantins, Hisoka ne s'arrête pas pour autant et décapite telle une machine. Encerclé, Hisoka s'échappe, mais au-dessus de lui, Lucifer se rapprochant pour l'écraser. Et ça, le Floormaster l'avait prévu. Il active Bungee Gum et en rétractant sa capacité sur la tête d'un pantin, il essaye de toucher Kuroro. Tête que ce dernier esquiva. Et en esquivant son attaque, dit que lui aussi avait prévu les actions de Hisoka depuis le début. Et écrasa brutalement le Floormaster au sol. Sauf que revirement de situation, car une seconde tête contrôlée par Bungee Gum réussit finalement à frapper Kuroro. Hisoka dit que en sachant que Kuroro prévoit ses actions, il est plus facile pour lui de rétorquer en conséquence. Il a prévu que l'autre avait prévu qu'il avait prévu. Revenons sur l'impact qu'a reçu Kulolo. Une tête dans ma jean pèse approximativement. T'as prévu que, mais non, moi j'avais prévu. Ce qui est plus lourd qu'une boule de bowling professionnelle. Et donc envoyé à toute vitesse sur un individu. Une tête, c'est plus lourd qu'une boule de bowling professionnelle. Ah bon? Ah, y'en a, vous avez des gros crânes, hein. Putain, ça doit être beaucoup plus que ça. Ce qui est plus lourd qu'une boule de bowling professionnelle. Et donc envoyé à toute vitesse sur un individu causera obligatoirement de grosses séquelles. La seconde tête que Hisoka a rétractée avec son pied n'était que le premier coup. Car la tête collée à sa main revint frapper Lucifer, cette fois-ci à la côte, mais son bras permit d'atténuer la puissance de l'attaque d'Hisoka. Malgré les grosses attaques que deux ont subies, les adversaires réussissent à se tenir debout. La foule est en délire, mais d'autres pantins surgirent du décor pour foncer sur le Floormaster. Hisoka contracta son biceps et son avant-bras pour, grâce à la tête qui est dans sa main et son Bungee Gum, aligner deux pantins d'un coup, puis trois autres. Dans la foulée, il repéra Kuroro et lui lança la tête décapitée dessus. Attaque qu'il esquivera pour encore une fois disparaître et créer d'autres clones via le public. Il n'en restait plus que 4, 3, 2, 1. Mais Hisoka comprit que Kuroro attendait qu'il tue tous les pantins pour en créer d'autres par la suite. Alors ne tua pas le dernier qui restait, mais lui coupa les bras et l'agrippa en attendant que Lucifer désactive sa capacité. Pour patienter, il essaya de voir quels seront les prochains coups de Kuroro. Il vit deux possibilités. Soit il leur donne aux pantins encore en stand-by d'attaquer, ou soit il annule sa capacité pour créer d'autres copies avec Galerie Fake. La marque sur le front du clone disparaît et Hisoka comprend que Kuroro a sélectionné la deuxième option. La seule chose que le Floormaster se dit à ce moment-là, c'est qu'il doit retrouver Kuroro pour l'empêcher de créer de nouvelles copies, car comprend que le marque-page du chef de la brigade fantôme est à Galerie Fake. En tournant la tête dans toute la salle, il le trouva et fonça sur lui. Kuroro court à travers le public avec Hisoka. Il a volé quelque chose. Hisoka lui balance la tête de pantin qu'il gardait, ce que Kuroro esquive. Lucifer se faufile encore et toujours dans la foule, mais en cachant ses mains à la vue du Floormaster pour l'obliger à croire qu'il a utilisé Cover Hand et que celui qu'il poursuit n'est pas Kuroro. Mais Hisoka déterminé continue la poursuite et coinça Kuroro en l'obligeant à sauter avec l'une de ses attaques. C'est alors que Hisoka utilisa Bungee Gum rétraction pour lui balancer des spectateurs essayant de s'enfuir en collant son naine adhésif au sol pour les propulser tel un lance-pierre. Hisoka attaqua encore une fois Kuroro avec son crâne de 8 kg, ce que ce dernier esquiva. Mais le Floormaster avait tout prévu et le coinça avec son Bungee Gum, puis l'attira violemment pour fracasser son dos avec la tête de pantin. Et une fois tombé au sol, a fracassé avec le même crâne et son Bungee Gum, cette fois-ci son abdomen. Mais comme Hisoka le pensait, ce n'était pas Lucifer mais un simple pantin changé en lui par Cover Hand et contrôlé par Black Voice.
et se demande comment se fait-il que ce pantin n'ait pas disparu en même temps que les autres. Et en détruisant l'antenne de Black Voice, comprend que le pantin n'a pas disparu, car lorsqu'une copie est marquée par le sceau de Sun and Moon, même livre fermé, sans capacité marquée, ce dernier ne disparaîtra pas. Et cela, grâce au naine après la mort du doyen de Meteor City. Tellement compliqué ce truc de Kurogoro là. Hisoka, son pouvoir c'est Gam Gam, c'est tout. C'est tout. Kuroro il nous sort. J'ai ce pouvoir là modifié avec ça, avec le marque-page. Je peux l'additionner, le multiplier, je le désactive, je le réactive. Je mets ça ici, ça comme ça. Wesh, mon gars. Avant, Hisoka pensait qu'une fois le livre ouvert, une capacité nécessitant l'utilisation des deux mains ne pouvait être utilisée, alors que ceci n'était le cas que pour Gallery Fake, Non. et non pour De quoi, non? fonctionnant comme Cover End, et assimila plus précisément comment Kuroro a utilisé ces différents Hatsu. Il aura donc d'abord activé Gallery Fake, apposé le marque-page dessus, créé un tas de copies, utilisé Sun and Moon avec le livre en main pour apposer des sauts d'explosion, chose qui nécessite que l'usage d'une seule main. Une fois fait, désactiva Gallery Fake et Sun and Moon grâce au naine après la mort du doyen, qui permet la fermeture du livre sans la disparition de la copie et des sauts d'explosion. Puis utilisa Order Stamp pour donner l'ordre de détruire Hisoka. Il retourna au milieu de l'arène pour essayer de retrouver Kuroro, car comprend que ce dernier parvient à créer au moins un pantin toutes les 2 à 1 seconde. Le Floor Master prévoit que dans une dizaine de minutes, il y aurait les urgences et que dans leur intervention, pourrait confondre les blessés avec des copies possédant le sceau de Sun and Moon. Et donc sans le vouloir causer beaucoup de victimes à l'extérieur de l'arène, lorsque plus tard, Lucifer réactivera sa capacité. Ce qui signifie qu'il reste peu de temps pour Kuroro d'en finir avec ce combat et que sa prochaine attaque sera décisive. Hisoka comprend que lors de son prochain assaut, Lucifer utilisera Sun and Moon de manière optimale en faisant que les pantins s'approchent le plus possible de lui. Le Floor Master ne sait combien de copies Kuroro enverra, mais envisage de ne pas les laisser se rapprocher à proximité. Pendant que partout dans les gradins ça court dans tous les sens, c'est alors que Kuroro vole le micro de la commentatrice et ordonna au pantin à travers toute la salle de détruire Hisoka. Fils d'Eldia. Détruit, c'est ça? Annonce générale at everyone. Plein de copies marquées au front se mirent à se diriger vers la scène. Ils sont combien? Une dizaine? Une centaine? Mais en tout cas, ils sont aussi là pour s'occuper du Floor Master. Hop hop hop, où tu comptais aller? J'ai une info. Quoi? Il s'arrête là? Il s'arrête là? Oh l'assassin! Wesh les BG des chabatteurs, c'est le... Oh l'assassin! Oh l'assassin! Non, c'est pas bien ce qu'il a fait. Allez lire les scans les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez lire les scans les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah. Un peu de sérieux. Et si vous voulez savoir comment ils se sont retrouvés à se battre en 1v1 comme ça là, et ce qui se passe après le 1v1 parce qu'il se passe encore des dingueries. Allez lire, allez lire. Qui a gagné au final? Bah ceux qui vont pas lire, spoil. Ceux qui veulent lire, fermez, bouchez vos oreilles, comme ça, dès que j'enlève ma main, vous débouchez vos oreilles. Gros spoil. Kuroro, il lui a baisé sa grand-mère. Kuroro, il lui a baisé sa grand-mère, c'est tout, frère. Il y avait pas match. Heureusement que j'ai lu les scans. Ouais. Parle de la suite aussi, chef. Ce qu'Hisoka a fait. Bah en gros, après le combat... Mais toi, du coup, tu viens de spoil qu'Hisoka, bref. En gros, mais à ce stade-là, les spoilers, on s'en fout, on a regardé une vidéo, c'est ce qui se passait. Je sais pas s'il va ressortir une vidéo, mais en gros, ce qui se passe, spoil, gros spoil pour ceux qui vont pas lire, spoil, bouchez vos oreilles encore. Oui, Kuroro, il lui a baisé sa grand-mère. Hisoka, on pensait qu'il était mort, il a survécu, et il allait attraper les autres. Il allait attraper les autres. Il s'est fait baiser sa grand-mère par Kuroro, il a fait, ça va être comme ça, vas-y, je vais aller attraper tes petits. Et il allait attraper les autres de l'araignée, là. Et il les a tués. Vraiment, genre. Il en a tué quelques-uns.
Il en a tué quelques-uns et après Kuroro il était bien vénère. Kuroro il était bien vénère quoi. Attends, cool. Ah voilà, ça a donné cette page. Ça a donné cette page. Hop, ça a donné cette page. Kuroro, il apprend, il était ah bon. On va voir. On va voir ma gueule. On va voir. C'est vraiment un rageux, hein. C'est un rageux de fou, Hisoka. En tout cas, lourd de fou les vidéos, la chaîne Crotal. Allez, regardez les gars. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien de la vidéo qu'on vient de voir. Allez, regardez, allez, like, mettez des petits commentaires, abonnez-vous, tout ça. Lourd de fou ce qu'il a proposé. Il n'y a que JK. Non, non, c'est lourd de fou. Va regarder Amiratos. Amin Ataros. Je pense qu'on va regarder aujourd'hui. Oh, bah attends. Amin Ataros. La suite de Hunter x Hunter, c'est pour quand? Bonjour à tous. Il a fait une vidéo sur le continent caché, tout ça, non? Miriam versus Gonsan. Gonsan. Ah, celle-là, je l'ai vue. Netflix a supprimé la meilleure scène d'Hunter x Hunter, la scène post-crédit, épisode 130 et quelques, là. Ils l'ont supprimé. J'étais vraiment vénère en plus quand j'ai re-regardé Hunter x Hunter. J'ai re-regardé Hunter x Hunter, j'étais là, je l'attendais la scène. L'arc il est fini là, la scène. Elle est où la scène? Les gars, je suis allé la regarder sur un site tiers. Ah là là. Continent caché, Hunter x Hunter saison 7. Attends, Gon. Ouais, on va regarder ça, ça a l'air lourd de fou. Ça a l'air lourd de fou. Y a pas eu de nouveau tweet du coup sur la situation Hunter x Hunter là? Do you love it, baby? Alors, y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de nouveau tweet. Mais en gros, Hunter x Hunter est de retour, les gars. Voilà. Hunter x Hunter est de retour. Voilà. C'est bon. Le manga. On mange. Je vais faire... Putain, la lumière, elle me... Waouh! Elle me... Waouh! Vous voulez dire bonjour... Attends, bonjour à TikTok. Bonjour à TikTok au lieu de dire bonjour YouTube. Bonjour TikTok. Salut TikTok. Hop, attendez. Du coup, TikTok. Petit TikTok. Alors. Du coup, pour les refs de TikTok. En gros, il y a Togashi. Il est là. Non, je regarde. Coucou TikTok, ils vont pas vous voir. Il y a presque pas le chat. Mais bon. Non, les gars. Bon. J'avais fait plein de blagues sur ça. Mais c'est le retour d'Hunter x Hunter, oui. J'avais fait une petite vidéo il y a 1 an. J'avais dit qu'Hunter x Hunter reviendrait jamais. 2 mois après, j'ai dit Hunter x Hunter, ça revient. C'était un mensonge. Mais là, ça revient vraiment. Melchior, pourquoi tu mets cette emote? Pourquoi tu mets cette emote, Melchior? Ça revient vraiment. En gros, ce qui s'est passé sur Twitter, il y a un compte. Hop. Qui a tweeté 4 épisodes de plus pour le moment. C'est l'auteur d'Hunter x Hunter, Togashi. Sur à 99%, 1% de chance que ça soit une clim, qui dit que le manga va reprendre son cours et qu'il va continuer. Comment on sait que c'est de sources sûres? Il est suivi par Nebukuro,
Vous le connaissez très sûrement. Yusuke Murata, c'est celui qui a dessiné Aishil 21, celui qui a dessiné One Punch Man, du coup, et qui donne de la crédibilité à ça, en fait, parce que sinon, il ne le suivrait pas. Il a même tweeté, lui-même, il a tweeté en citant ça. C'était avec la personne elle-même, la personne, le gars, l'homme, Togashi. Plus le seiyuu de Gon et le seiyuu de Killua ont tous les deux tweeté le même jour, tout ça, sous quelques heures, sous 4 heures. Tout ça, ça s'est passé sur Internet, les gars. C'est sûr à 100%, ça revient. Voilà, messieurs, c'est sûr à 100%. Les seiyuu, les deux seiyuu. C'est des femmes, les deux femmes, c'est deux femmes. Les deux femmes. Internet, OMG, enfin, oui. Mais bien évidemment, ça concerne que le manga qui va reprendre son cours, mais qui donne aussi espoir pour une suite en animé, puisque le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de contenu pour faire une suite à l'animé, mais maintenant, vu que le manga va reprendre, dans quelques années, peut-être qu'on aura une petite suite en animé sur Hunter x Hunter, voilà. Hisoka, c'est une meuf qui double. Je sais pas, je crois pas. Non, je crois pas. C'est les enfants, souvent, c'est des femmes qui font. Les enfants, souvent, c'est des femmes. Ouais, voilà.